bonsoir à tous et à toutes, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir à Je- tous et à toutes. J'espère que vous Euh, allez bien. D'ailleurs, dites-nous tout de suite, immédiatement, si on a les micros qui fonctionnent bien, s'il vous plaît. Est-ce Alors qu'il y a attends, de parce que moi du coup l'écho? je suis Est-ce qu'il y a complètement en flanc. de... Qu'est-ce qu'ils m'ont fait avec la cam? Salut Avec l'overlay? Darky, salut Mad Max, salut Hop. Tig, salut Zézé, salut Théodric. Tout Qu'est-ce est qu'ils m'ont fait avec ok. la cam? Ah putain. Tout est ok. Alors oui, il Qu'est-ce faut qu'il que m'a fait tu avec l'overlay? te... Il faut que tu te cadres. Tu es cadré, tu es cadré, tu es... Non, tu n'es Ouais pas mais moche, c'est ne te terrible. cache pas. On t'aime quand même. C'est terrible là ce que vous m'avez fait. On voit plus. Les Ah amis, terrible. les C'est amis, des parents catastrophes. ce soir, Ogma revient. Ce soir, on va vous parler du C'est une JDR galère. Night. Pendant que Ogma est en train de gérer sa caméra, de gérer sa vie, ce soir, on va parler du JDR Night, un JDR que j'ai personnellement découvert en tant que joueur à l'association La Confrérie des Jeux de Cours Dimanche. Ogma, lui, qui est beaucoup plus vétéran que moi, hein, qui s'y connaît beaucoup plus. Salut Barbarosec. Ce soir, on va vous parler, on va décortiquer un petit peu ce jeu. Je suis mal cadré de ouf, Euh... c'est un truc de dingue. T'as dit quoi? Je suis mal cadré de ouf, mais c'est un truc de dingue parce que mon overlay, lui, il est bien. Genre, l'overlay, normalement, il est bien. Et T'inquiète, t'inquiète, sur je TNF, meuble en attendant. je suis cadré à la zob. Comment ça se fait? Pour tous les rôlistes qui jouent, de pas l'avoir, c'est presque un crime. Waouh! Ah, Ogma, touche Bah, plus. Ogma, touche plus. T'es ouais, c'est bien, bon. touche plus. On dirait juste que Du t'es à coup, moitié chauve, comme moi. ouais, non, mais c'est terrible, je suis mal cadré, mais c'est pas grave. Euh, du coup, ouais, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à ceux qui nous regardent actuellement sur Twitch, c'est super cool. Bonjour à ceux aussi qui vont nous regarder sur YouTube en rediff. Et également bonjour à ceux qui nous regarderont sur le podcast, parce que pour ceux qui l'ignorent, on a aussi un podcast sur lequel on fait pas mal de vidéos qui sont toujours en lien des vidéos YouTube, et que on vous mettra peut-être en lien sur le chat là à l'heure actuelle sur Twitch, pour ceux Yes. qui veulent accéder à tout le contenu d'entre-jeux et voir tout ce qu'il y a. Allez là-dessus, il y a beaucoup de choses et c'est fait par des gens qui sont des pros, et c'est topissime. Je suis assez d'accord avec ce qui est écrit dans le chat à l'heure actuelle. D'ailleurs, ça me permet de vous dire déjà en introduction une chose qui est très importante. Faut savoir que ce live, du coup, on le fait totalement de notre volonté. C'est pas entre jeux qui nous demandent de le faire. C'est venu de notre initiative personnelle. Et également, faut savoir qu'on n'est absolument pas sponsorisé ni rémunéré. Donc tout ce qu'on va vous dire là ce soir à propos du jeu, à propos de ce qu'on en pense, etc., ça vient du fond du cœur. C'est absolument pas quelque chose qui est filtré ou qu'on nous a demandé de dire. C'était important de le dire parce que maintenant, je pense qu'on va pas tarir d'éloges ce jeu. Donc C'est vrai. effectivement, ce soir, on va parler du jeu Night. Donc Night, c'est un jeu qui a été créé par la maison d'édition Entremonde, Yes. euh, qui a été du coup écrit et créé par Colin Pigna Colin et Pia et Simon Simon et Capio, Gabio. Yes. On salue. euh, Coucou. Si jamais ils nous regardent. et qui a du coup été également. Alors il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens sur ce jeu parce que donc à la base c'est du coup Colin Pigna et Simon Gabillo qui ont eu l'idée du jeu et qui l'ont principalement écrit et qui l'ont principalement conçu, mais ils ont aussi reçu de l'aide de beaucoup d'illustrateurs, notamment de William Bonotal, Nicolas Appert, de Rudy Cruz, etc., etc., etc. Mhm. Il y a pas mal de gens du coup sur ce jeu. C'est un jeu que j'ai découvert sur le tard, parce que faut savoir que le jeu, comme beaucoup de jeux, il a été lancé en, en financement participatif, il a connu plusieurs campagnes, il y a eu plein de suppléments. Moi, je l'ai découvert vraiment sur le tard, j'ai découvert quasiment tout était déjà sorti. Et c'est un jeu qui m'a mis une claque. C'est vraiment un jeu qui m'a mis une claque parce que quand j'ai pris le jeu la première fois, je me suis tout simplement dit c'est cool, les mecs euh, ils ont pris tout ce qu'il y avait de bien, tout ce que je trouvais bien dans plein de systèmes de jeu, dans plein de concepts, ils ont enlevé tout ce qui était nul, ils l'ont mis dans un JDR et ils ont fait Night.
pour résumer simplement. Donc Knight, là, pour tous ceux qui connaissent absolument pas, et vous êtes en train de me dire, ouais, mais il est cool, mais ça parle de quoi Knight du coup? Alors Knight, c'est un jeu donc un jeu de rôle qui se passe dans un contexte de science-fiction d'anticipation. Notre histoire se déroule en 2037, donc dans un futur très proche. C'est un jeu post-apocalyptique où on va incarner tout simplement un chevalier au sein d'un ordre dont le but est de combattre les créatures qui sont responsables de l'apocalypse et de plus ou moins sauver l'humanité. Yes. En résumé. En résumé. Donc dans Knight, vous incarnerez du coup un de ces fameux chevaliers qui va porter une méta-armure, une espèce d'armure à la Iron Man de haute technologie, avec laquelle, bourré d'armements en tout genre, avec laquelle vous allez pouvoir tabasser des monstres atroces, sauver des gens, mener l'enquête, etc., etc. Tout ça dans un monde qui est extrêmement sombre, qui est un monde post-apocalyptique, donc avec tous les thèmes qu'on peut s'imaginer et plus encore. Toujours avec comme vous pouvez le voir, des illustrations que moi je trouve juste absolument dingo. Alors ça, je dois dire que aussi, pour le coup, j'ai plus été sur Knight joueur que MJ. Honnêtement, les peu de fois où j'ai réussi à mettre la main sur le bouquin, parce que là actuellement on vous projette le PDF, qui est disponible d'ailleurs gratuitement, enfin gratuitement, non, pas gratuitement. Ouais. Vous donnez ce que vous voulez. Dans le sens où si vous voulez donner 1 euro, vous donnez 1 euro, 10 euros, 10 euros, 100, 1000, c'est vous qui voyez. Ce que je trouve très bien d'ailleurs, pour le coup, mais j'ai découvert je l'ai un petit peu lu ce PDF, et pour le coup, c'est là que les illustrations sont juste géniales. Honnêtement, Alors effectivement, toute beauté. Effectivement, PC, tu mets le doigt sur quelque chose de très important. Alors il faut savoir que à l'heure actuelle, Entremonde, il y a deux choses pour moi qui les caractérisent principalement. Déjà, le fait que c'est des vrais passionnés. C'est-à-dire que énormément de contenu pour le jeu était déjà disponible gratuitement sur le site de Knight. D'ailleurs, si Tig, vous pouvez mettre le lien vers le site de Knight pour ceux qui veulent aller voir regarder un petit peu. Yes. Faut savoir que effectivement, ouais, t'as tout à fait raison, Super Pampers. C'était édité par Origins. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que une grosse partie du contenu était déjà gratuit sur le site de Knight. Donc vous pouviez déjà y accéder gratuitement. Et il y a pas longtemps, ils ont refait une campagne de réédition pour le jeu, donc une nouvelle campagne participative pour essayer de rééditer le jeu, enfin de ressortir des tirages du jeu. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé, ils ont réussi à ressortir un certain nombre de tirages, et ils ont décidé derrière, comme visiblement, d'après ce qu'ils avaient dit, si je dis pas de bêtises, ils vont pas de nouveau rééditer le jeu, ils vont pas ressortir de nouvelles versions, ils ont décidé de le mettre gratuitement sur la plateforme DriveThruRPG, le PDF, qui est du coup en donnez ce que vous voulez, donc vous pouvez très bien l'acquérir gratuitement, si vous n'avez pas de sous. Vous pouvez donner 1, 2 euros, vous pouvez payer ce que vous voulez. C'est vraiment topissime. Et je trouve que c'est une très bonne initiative de la part d'Entremonde. D'ailleurs, si vous allez sur DriveThruRPG et que vous tapez Entremonde, vous allez voir un petit peu tout leur contenu qui est sur la plateforme, la plupart de leurs bouquins, etc. Et il y a déjà ce que j'ai trouvé ouf en allant voir dessus, c'est qu'il y a déjà en plus du contenu qui est gratuit pour leur autre jeu que je trouve assez dingo, qui s'appelle Chronique de l'étrange Hong Kong, où je pense qu'à un moment ou à un autre on fera un live dessus, parce que c'est pareil, c'est un jeu qui est assez ouf. Ok, notez-le sur vos agendas s'il vous plaît les amis. L'invitation est lancée. Et ouais, il y a littéralement tout ce que vous voulez ou pouvez trouver sur Knight, vous pouvez le trouver sur DriveThruRPG. C'est pas cher. La plupart des trucs sont pas chers. Et du coup, ça en fait d'un jeu qui non seulement est très très bien, mais qui en plus est très accessible.
Alors, du coup, maintenant, on va rentrer plus dans le vif du sujet. Donc, l'histoire de Knight, c'est quoi? Justement, j'ai une petite question. Ouais. Knight, pour quelqu'un qui ne connaît pas le jeu, alors pour le coup, j'ai eu la chance d'y jouer un tout petit peu, donc ça va. J'ai encore un peu le lore en tête. Mais si tu devais, en même pas 2 petites phrases, capter l'intérêt de quelqu'un avec ce jeu, l'histoire, juste en parlant de l'histoire, comment tu le Bah, ferais? c'est très simple. Dans un futur proche, l'apocalypse s'abat sur la Terre. Il y a un type qui se fait appeler Arthur qui crée une organisation avec que des types avec des méca armures bourrés d'armes, de technologie, de machin pour aller sauver le monde et tabasser des créatures gigantesques. Et toi, tu fais partie de l'un d'eux. Ok. On s'est stylé. Moi, j'avoue que là, je signe, monsieur. Là, j'arrive, là, je signe. Là, je dis, ok, si c'est Arthur, moi, je veux bien. Pas de souci, pas de problème. Mais est-ce que c'est Arthur en version Camelot ou c'est un Arthur un peu plus. Ah non, non, là on parle vraiment, là on parle alors, c'est dans une version, on va dire, toujours adaptée de la légende arthurienne, mais là on colle vraiment à la légende arthurienne pour le coup et au symbolique de la légende arthurienne. Donc pour parler un petit peu de l'histoire, pour faire très simple, donc effectivement dans un futur proche, en fait, il y a un type qui s'appelle James Nyakate, qui est un scientifique africain, qui découvre des nanomachines et qui par ce biais découvre un petit peu la clé de l'immortalité. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que il y a tout plein les États-Unis veulent s'en emparer, il y a tout un embroglio, ils décident de faire disparaître sa création. Sauf qu'au même moment, il y a un phénomène qui se passe. Une espèce d'apocalypse qui se déclenche. Il y a des endroits en fait où il y a des grosses taches d'ombre, où la lumière disparaît complètement, où les gens deviennent fous et en fonction des régions du globe, ça prend une apparence différente. En Europe, les gens vont devenir des espèces de monstres et des espèces de grosses bestioles et vont essayer de se frapper entre eux. En Afrique du Nord, ça va être des grandes zones de glace avec plein de créatures. Aux États-Unis, la technologie et Internet lui-même va se rebeller et fusionner avec les êtres humains. Etc., etc. En Asie, en gros, c'est le bordel partout, quoi. Ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est la fin. C'est le bordel partout. Et plus que ça, c'est qu'en fait, ces espèces de zones créent un effet de ce qu'ils appellent le désespoir avec un grand D, ce qui fait que l'humanité, en fait, littéralement désespère, et en désespérant, elle devient folle. Et elle se retourne contre elle-même. Voilà ce qu'ils appellent l'anathème, ce qu'on va appeler plus tard l'anathème. Donc l'anathème, c'est cette incarnation des ténèbres qui s'abat sur le monde et qui ravage un petit peu le monde. Pour sauver les gens, un groupe de personnes qui s'appelle les Immortels, parce que littéralement les mecs se sont suicidés en live devant tout le monde pour prouver qu'ils pouvaient pas crever, créer des arches, des grandes cités avec des protections qui servent à garder les gens en sécurité et à garder le peu d'espoir qu'il leur reste. Faut savoir que du coup l'espoir, ça devient vraiment quelque chose d'extrêmement important pour la sauvegarde de l'humanité, et ça passe par du coup la façon dont les gens se comportent les uns avec les autres, mais aussi les œuvres d'art, la musique, tout ça, tout ce qui va avoir un rapport avec l'art va prendre une proportion gigantesque. Et ça, c'est assez génial parce que du coup on n'est pas simplement dans un jeu où ça va juste consister à tabasser des monstres ou aller enquêter un endroit. Bah, des fois votre mission ça pourrait être tout simplement, bah ouais, il y a un CD, une musique, un truc, voilà, mais c'est un symbole. Et il faut le ramener à l'humanité pour essayer de redonner un petit peu d'espoir aux gens. Et du coup, ces fameuses cités, excusez-moi, je digresse, ces fameuses cités, du coup, ça va devenir à la fois le salut de l'humanité, même si tout le monde ne va pas choisir d'y rester, parce que effectivement, les immortels, ils proposent la sécurité, mais en échange, c'est la servitude. Donc quand on choisit d'aller dans une arche, bah, littéralement, on sacrifie sa liberté contre de la sécurité. Donc il y a certaines personnes qu'on va appeler notamment les rebuts, justement, qui sont cités en dessous, qui sont des gens qui vont justement refuser d'aller vivre dans les arches et qui vont vivre en dehors et s'exposer du coup à la dangerosité de l'anathème et au risque de désespérer. Et un jour, il y a un type qui se fait appeler du coup Raphaël McTavish, accompagné justement d'un scientifique cité précédemment, le fameux James Nyakate, qui va débarquer dans un lieu où l'anathème aura tapé très très fort, et ce fameux James McTavish, il va pas juste venir avec son fusil et son gilet pare-balles, il va venir avec une armure complète, une espèce de grosse grosse armure un peu à l'Iron Man, et il va littéralement pour la première fois vaincre l'anathème. Et il va se faire surnommer Arthur,
Sa méta-armure va se faire surnommer Excalibur. L'intelligence artificielle de sa méta-armure va se faire surnommer Guenièvre. Et James Nyakate, du coup, le scientifique qui a créé Excalibur, va lui se faire surnommer Merlin. Et à partir de là, il va décider de fonder le Knight, du coup, cette organisation qui va singer un petit peu le mythe de la table ronde, avec comme concept que le Graal, c'est littéralement donc la salvation, la lumière pour tous les peuples, c'est de redonner l'espoir à l'humanité et de vaincre l'anathème définitivement. Vous, en tant que joueur, vous allez donc incarner un chevalier de cette organisation, un chevalier du Knight, et vous allez du coup revêtir une de ces fameuses méta-armures, et à partir de là, votre légende va commencer. Alors, j'ai juste une petite... Je vais nous raconter cette histoire. Alors déjà, vous, le chat, est-ce que, pour ceux qui connaissent déjà, est-ce que ça vous a emballé justement cette histoire? Est-ce que c'est ça qui vous a fait plonger? Ou est-ce que c'est le système de jeu ou d'autres choses qu'on verra un peu après? Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que du coup, là, de l'avoir entendu, ça vous hype? Et moi, j'ai une question. Est-ce que pour toi, tu trouves comme moi qu'au final, on parle de choses qui se passent un peu dans la vraie vie aujourd'hui, dans le sens où un peu le désespoir, avec tout ce qui se passe dans ce monde. Alors, c'est sûr, c'est sorti il y a un petit peu de temps déjà, Night, mais je trouve que la thématique actuelle de notre monde se colle bien à ce qui se passe, dans le sens où c'est un peu la merde partout au final. Ouais, alors dans une bien moindre mesure, oui, j'ai pas vu ma voisine se transformer en tigre de 3 mètres de haut, tu vois, genre... Eh ben, méfie-toi, parce que la mienne... Non, mais effectivement, il y a quand même cette idée, il y a quand même ce concept que effectivement le monde va mal, que les gens désespèrent, et que finalement l'art, le divertissement, tout ça, c'est un peu la bulle d'air qui permet aux gens de sortir un petit peu de ça. Donc oui, il y a un petit peu de ça effectivement. Bon, maintenant, on est quand même vraiment sur de la science-fiction, hein. On parle de nanomachines qui sont capables de faire apparaître des armes, etc. C'est-à-dire que la plupart des chevaliers ils se battent avec les poignées de leur flingue, et quand ils prennent le flingue en main, le truc, le flingue apparaît. Enfin, on est vraiment sur de la haute technologie. Et je suis totalement d'accord avec toi, Eva Flower. Moi, une des choses, donc là, je vous ai résumé vite fait l'univers. J'ai été bien évidemment de manière très succincte, très globale. Mais moi, surtout, ce qui m'a vraiment hypé avec l'univers de jeu, et c'est là où je trouve que la maquette du bouquin est très bien faite, c'est que ça arrive après. C'est-à-dire que là, dans la première partie de l'univers du jeu, dans le bouquin, ce qui est très bien foutu, c'est qu'on va te parler de ce que à peu près tout le monde sait. C'est-à-dire comment l'apocalypse a eu lieu, etc., etc. Plus tard dans le bouquin, dans la partie du MJ, on va aborder toute la cosmogonie et la profondeur de chaque personnage, protagoniste comme antagoniste. Et là c'est du caviar. Parce que j'ai rarement lu un univers aussi bien écrit, aussi peu manichéen, alors que pourtant on te parle littéralement du mal qui s'abat sur la terre, qui crée du bordel partout, et des gentils qui vont aller tabasser les méchants. Donc tu pourrais t'attendre à un truc ultra manichéen à la Seigneur des Anneaux. Et pourtant, quand tu lis l'univers, à aucun moment, même l'origine de l'anathème, à un moment t'as presque pitié pour lui. Tu t'es presque en mode ah ouais, le pauvre quand même, pas cool. Tu vois. Et ça, l'histoire du jeu, la cosmogonie, toutes les références en plus, les petits clins d'œil qu'il y a, les noms, la signification qu'il y a derrière, c'est vraiment dingo. Et je trouve vraiment pour ça que c'est un très très bon bouquin. Sur la partie, pour moi, sur toute la partie, lore, c'est vraiment ça que je retiendrai. C'est vraiment ça que je retiens. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous parler, parce que là, je suis sur le monde d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler justement du monde dans lequel on va entrer à partir du moment où on va commencer l'aventure? Est-ce que pour toi, il y a un monde de départ? Est-ce que le MJ peut, lui, commencer l'aventure quand il le veut, quand il le souhaite? Eh ben, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, et effectivement, ce qui est assez génial avec ce qu'a fait Entrejeux, ce qui est assez fou d'ailleurs avec ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... Oui, j'ai dit Entrejeux ? Oui. Autrement, excusez-moi. Mais pourquoi on leur ressemble à ce point aussi Vous voulez pas nous recruter ? Parce qu'on s'approche de la perfection, que veux-tu Ouais, mais ils veulent pas nous recruter, moi je signe. Hein. Monsieur Gabillot, je signe tout de suite. Hein. Adoptez-moi. Non, blague à part,
En fait, ce qui est très très bien fait, c'est que à l'heure actuelle, il y a 3 façons de commencer le jeu. Soit vous pouvez commencer le jeu en 2034 ou en 2037, donc avec le début du bouquin de Night. Il y a effectivement beaucoup de scénarios qui sont sur le site de base avec lesquels vous pouvez très bien commencer le jeu. Il y a aussi un scénario qui est extraordinaire, qui reprend un petit peu l'histoire du livre Morning Star, Night Morning Star, qui est un roman qui est topissime, que je recommande si vous adorez l'univers de Night. C'est un bouquin qui vaut le coup. Et il y a notamment un scénario qui prend place au tout début de l'Apocalypse, au moment où l'Apocalypse se déclenche et où votre personnage n'est pas encore un chevalier. Et ce scénario d'introduction, moi je le trouve topissime déjà parce que il vous permet de vivre l'Apocalypse en live. Je trouve ça dingo, je trouve ça vraiment dinguissime. Et en plus de ça, ça vous permet justement, parce que normalement la création de personnage, vous allez créer déjà votre personnage en tant qu'humain, c'est-à-dire bah voilà, qu'est-ce qui le motive, quels sont ses talents de base, etc. Est-ce que c'est plutôt un intellectuel, plutôt un nerveux, etc., etc. Et derrière, vous allez toute la partie où vous allez confectionner votre armure, choisir quel type d'armure c'est, quel module vous avez, quelles armes vous avez, etc. Là, en gros, le scénario, il vous permet de dire, ok, donc là, pour l'instant, on va arrêter la création de perso à cette étape-là. Voilà, t'as créé ton être humain, tu vas vivre l'apocalypse, et finalement, tout le reste de la création de perso, et ben, c'est tes choix. C'est ce que tu vas littéralement faire qui va influencer. Qui va influencer le reste du truc. Donc ça, c'est vraiment topissime. Après, vous pouvez aussi tout à fait prendre tous les comment dire, les scénarios qu'il y a dans toute la scénariothèque que vous avez à la fois dans les livres, que vous avez également sur le site de Night. Le site de Night, il y a déjà tout un paquet de scénarios qui sont totalement gratuits, que vous pouvez totalement télécharger, entre mondes met à votre disposition. Donc faites-vous plaisir. Attends, alors du coup, j'ai 2 questions. D'ailleurs, parce que tu as dit quelque chose, je peux vous te couper à ce moment-là. 2 petites choses. La première, tu viens juste de parler des scénarios. Moi, ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui, c'est quand on nous fournit des scénarios clés en main pour des MJ qui, n'ont pas beaucoup d'assurance, qui viennent de commencer soit dans le JDR en globalité ou qui viennent juste de commencer dans le JDR Night, et qu'en plus de ça, quand t'as pas envie de te prendre la tête, tu as parfois dans ta vie, t'as une grosse vie active, une grosse vie de famille, t'as envie un petit peu de profiter et d'être MJ, t'as ces scénarios clés en main. Donc ça, déjà, je trouve ça topissime. Je sais pas vous dans le chat, mais alors moi, honnêtement, quand l'éditeur fait cet effort-là, je trouve ça juste génial. Bah justement, il y a Théodoric qui m'a devancé là-dessus, parce que justement, moi, une des choses que je trouve la plus folle avec Entremonde, c'est que il y a un scénario, un recueil, enfin une très grosse campagne qui s'appelle La geste de la fin des temps, qui est dinguissime. Et ce qui est fou avec ce scénario et avec cette campagne, c'est qu'en plus, Entremonde a créé énormément de contenu qui va servir cette campagne. Il y a des briefings audio, c'est-à-dire des petits morceaux MP3 où vous avez littéralement un des chevaliers, un des représentants de la table ronde qui parle directement aux joueurs, que vous pouvez prendre, qui sont gratuitement, qui sont utilisables. Vous avez les plans, vous avez les fiches de perso, il y a vraiment tout le matos pour pouvoir jouer cette campagne qui est disponible gratuitement. Je crois qu'il y a juste la campagne en elle-même, le bouquin de campagne qui est payant, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que le bouquin de campagne, lui, n'est pas gratuit. Mais toutes les aides de jeu, tous les trucs qui en plus sont totalement gratuits et utilisables. Ouais, et en plus, effectivement, t'as raison. C'est vrai que j'ai pas pensé à le préciser. Les fameux briefings dont je vous parlais, t'as à la fois des voix d'hommes et des voix de femmes. Donc c'est littéralement au choix, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Donc franchement, voilà, c'était dingue. C'est pour le coup la quantité de contenu qu'ils mettent au service des joueurs est juste absolument dingo. Ok. Donc, alors du coup, comment dire, je vais sur ma deuxième question. Ils ont eu un livre. Enfin, il y a un livre qui a été créé, Morning Star, c'est ça. D'ailleurs, j'adore le base Morning Star. C'était fait un petit peu ange démon selon ce qu'on connaît de la Bible et compagnie. Bon, après, il y a tout un tas de choses qui s'y rapportent. Zélienne qui est avec nous l'a mis dans les commentaires, mais c'est écrit par Marie-Christine Kodari. Ok. Est-ce que toi tu as eu l'occasion de le lire? Est-ce que vous dans le chat vous avez eu l'occasion de le lire aussi? Est-ce que tu peux juste très rapidement nous résumer le livre sans spoil, comme tout à l'heure un teaser,
Un petit teasing. Bah, vous allez suivre une jeune fille et ses amis Mhm. du début de l'Apocalypse jusqu'à leur entrée dans le Night, Ok. tout simplement. Vous allez les voir traverser tout l'enfer qu'a été l'arrivée de l'anathème et tout ce qui va faire d'eux, des chevaliers. D'accord. Donc j'en dis pas plus parce que c'est vraiment énormément de spoil et en plus pour le scénario, le fameux petit scénario, d'ailleurs ça c'est important de le préciser, Mhm. pour le petit scénario dont je vous parlais où vous vivez l'apocalypse, il tourne autour de ce bouquin là, donc si vous lisez le roman vous risquez de vous spoiler. D'accord. Ok. Donc, quelque part, tu conseilles, si quelqu'un veut jouer cette intro-là, à ne pas lire le roman, mais si quelqu'un, entre guillemets, joue pour Bah ce le qui se lire passe après. plus tard, ok, ok, d'accord. Le lire après. Après, si vous êtes capable de faire abstraction de ce que vous savez dans un JDR, vous pouvez très bien le lire après. Mais sur le moment, moi, je vous recommande, si jamais vous n'êtes pas capable de faire justement ce travail d'abstraction, du coup, d'attendre d'avoir joué le scénario avant de lire le bouquin. Ce qui est d'autant plus intéressant parce que vous pourrez comparer ce qu'ils ont fait dans le bouquin avec ce que vous avez fait en JDR. Donc, ce qui est assez top. Mais du coup, je pense que ouais, par contre pour les MJ, là je suis parfaitement d'accord avec toi Zenian. Par contre les MJ qui voulaient faire ce scénario là, lisez le roman, hein. Lisez le roman, c'est trop bien. Genre vraiment ça file des idées de gueudin, hein. C'est vraiment trop bien. Du coup, pour ceux qui connaissent pas du tout, parce que là depuis tout à l'heure on parle un petit peu entre connaisseurs, entre habitués, donc pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu, on va avancer un petit peu plus. Parce que là du coup on a abordé l'univers, donc le Yes. post-apocalyptique, où on va affronter des créatures horribles avec des méta-armures un peu à l'Iron Man et des armes high-tech. Euh, tout ça dans un univers un petit peu de, de Chevalier de la Table Ronde. Mhm. Maintenant, ce qui est on va peut-être avancer un petit peu sur le PDF Yes. et on va s'attaquer un petit peu du coup à la mécanique, à quoi ça ressemble, à un petit peu toutes ces choses-là. Pas de souci. J'avance un petit peu. Alors, juste, je lisais tout à l'heure, comment fonctionnent les arches? Parce que tu vois, justement, il y a marqué les arches et l'anathème. Comment ça fonctionne tout ça? Justement, pour expliquer un petit peu aux personnes qui ne connaissent pas, bah aussi la vie telle quelle, parce qu'il y a le monde qui est décrit, mais la vie telle quelle, en tant que simple pélos qui déambule dans les rues. Hmm. Bah en fait, pour faire très simple, en gros, les arches ont des systèmes qui permettent de tenir l'anathème à l'écart dedans. Ok. Donc les créatures de l'anathème, logiquement, ne peuvent pas rentrer. Après, on verra que c'est pas dans certains scénarios, on verra que notamment c'est pas si simple que ça. Mais surtout, en fait, dans les arches, elles sont faites un petit peu un peu en escargot. C'est-à-dire que plus tu habites, on va dire, au centre de l'arche, Mhm. plus tu es éclairé, entre guillemets, mieux tu es servi et plus tu es protégé du désespoir. Et plus Ok. tu es en marge de l'arche, plus tu es un petit peu laissé pour compte, Tu sais, moins tu as de confort ça me et rappelle un plus peu c'est l'attaque compliqué. des, ça me rappelle un peu l'attaque des Titans, tu vois. Plus t'es au centre, plus t'es tranquille. Plus t'es à Ouais, c'est un, l'extérieur, c'est plus un- t'es dans c'est la un petit merde. peu l'idée. Notamment, il y a d'ailleurs un scénario où en tant que chevalier, vous allez enquêter sur les extrémités d'une arche parce que visiblement, il y a un truc pas globe qui se passe et des meurtres un petit peu suspects. Donc voilà. Donc là, Ok. comme on passerait très vite, mais comme vous avez pu le voir, il parle effectivement de toute l'importance de l'art, etc. au travers du bouquin. Ça c'est vraiment expliqué, c'est vraiment bien foutu pour le coup, donc ça c'est assez top. Donc là maintenant on va rentrer vraiment dans le système de jeu et le système de création de personnages. Donc déjà, une des premières choses là on est toujours un petit peu sur du lore. Là il parle grosso modo de l'organisation. Il y a Ah, tout un chapitre qui est très intéressant sur l'organisation du Knight. Notamment là on vous présente du coup chaque chevalier de la table ronde avec la section à laquelle il appartient. Et on verra plus tard que ça a une... Ouais, la maquette est vraiment chouette. mhm. Ça a vraiment une importance parce qu'en fait en tant que chevalier, vous allez avoir du coup à choisir votre méta-armure, votre machin, mais également la section dont vous venez, les vœux que vous faites, etc. Il y a toute une notion de qu'est-ce qui vous définit en tant que chevalier. Est-ce que vous êtes un protecteur? Est-ce que vous êtes un type qui rapporte de l'espoir? Est-ce que vous êtes là juste pour tabasser des gros monstres? Est-ce que vous allez aller au plus profond des ténèbres pour affronter des monstres? Et chacun de ces façons de faire, de ces façons d'agir et du coup est représenté par une Mhm. section et par Mhm. un chevalier qui est le chef de la section. Et oui, J'adore la section Kraken, là, le visuel. ce que tu vois, Waouh. le visuel, c'est la méta-armure Fujin, la méta-armure de Bediver,
qui est en fait un ancien membre d'une organisation en fait qu'on appelle le Nodashi, qui est une organisation japonaise. En gros, c'est plus ou moins les rivaux slash ennemis du Knight, le Nodashi, pour faire assez simple. Et en gros, lui, c'est un ancien membre du Nodashi qu'une des chevaliers, Kei, a retourné et qui, du coup, à l'heure actuelle, a une section qui est sous ses ordres. Et il est très très cool. Est-ce que tu peux me dire, et d'ailleurs vous aussi dans le chat, parce que bon bah vous participez aussi avec nous, Ouais. quelle section je suis d'accord avec toi, Théodoric. Tarrasque for the win. Tarrasque, ils sont trop bien. Bédiver, le GOAT. Ok, donc du coup tu viens de me dire que toi tu avais pris à Tarrasque, 100% Tarrasque. Ok. On voit Dagonet le vrai bro. Ah ok, d'accord. Bédiver le GOAT, effectivement. Zachary, la plupart du temps, Dragon. Ok, bah c'est bien, il y a du choix dans les commentaires, il y a du choix. La section Dragon, c'est la section de Lancelot, c'est celle dont la principale mission, c'est de ramener de l'espoir aux gens. La section Tarrasque, pour faire très simple, en gros, on t'explique au début que y a que à la base, ils pensaient qu'il y a que les gens qui étaient dignes qui pouvaient porter une méta-armure et devenir des chevaliers du Knight, et ils se sont rendus compte à un moment que bah non en fait. Tu peux être une ordure et pouvoir quand même porter une armure. Il n'y a pas que le fait d'être digne qui te permet de porter une armure. Et à un moment, suite au fait que les chevaliers, bah, ça meurt plus vite que ça se forme, bah, Arthur, il a plus ou moins décidé de bon, bah, les raclures, les raclures, les salauds, bah, on va les prendre, on va les mettre dans des armures de chevaliers. Et effectivement, on va en faire une genre de suicide squad. On va leur mettre un module explosif dans le cou. Et puis, bah, on va les envoyer dans des missions suicides où on se dit, bah, de toute façon, il y a de fortes chances qu'ils en sortent pas vivants. Et puis, s'ils en sortent vivants, bah, tant mieux. S'ils en sortent pas vivants, bah, tant pis. Et puis, si jamais ils font n'importe quoi, on les fait péter. Voilà. Donc, la section Taras, c'est littéralement la section suicide squad. Ok, d'accord. C'est un peu l'équivalent de la compagnie de la mort pour ceux qui connaissent un peu Warhammer 40 000. Ok. Alors Zélien nous dit perso section ogre. Tarasque c'est la Suicide Squad comme tu viens de le dire. Ok. Section cyclope pour Borgil. Très bien. Alors moi quand j'ai commencé, je me souviens que j'avais joué sous les ordres de Lancelot. Effectivement. Ouais. Je m'en souviens. Section dragon. Pourtant, vu le personnage que j'ai fait, et Zélien pour en témoigner, car ça a été le MJ pendant cette campagne, je pense pas que j'ai été forcément digne. J'ai pas réellement ramené d'espoir, mais bon, bref. Alors ça c'est un point qui est très important. Je pense qu'on va avancer un petit peu au niveau du PDF. Ça, c'est un point qui est assez important à noter. Ça fait partie des points positifs et à la fois positifs et négatifs. C'est-à-dire que la coterie que vous choisissez, enfin la section que vous choisissez, les vœux que vous faites et toute cette notion-là, ça a une importance capitale. Ça a une importance capitale sur le jeu, sur votre RP, sur ce genre de choses. C'est-à-dire que c'est pas un choix qu'on fait à la légère. Et c'est un jeu ça fait partie de ces jeux un peu équivalent de Avatar The Last Airbender RPG pour ceux qui voient un petit peu de quoi je parle. C'est-à-dire que en fait on vous impose un RP. Vous êtes des gentils. C'est-à-dire que la plupart, hormis si vous êtes dans la section de Tarasque où à la limite vous avez le droit d'être un psychopathe, bah vous êtes des gentils en fait. Vous êtes des mecs bien. Alors vous pouvez avoir quand même de la variation. Vous n'êtes pas que des paladins loyaux bons, mais principalement vous êtes des héros. Vous êtes des mecs bien. Okay. Vous êtes pas. On peut pas jouer à Knight et jouer le pire des salauds, des enfoirés. On peut pas dire bah joue un mec de la sélection dragon et puis je bute tout le monde parce que je m'en bats les couilles en fait. Alors, c'est pas possible. Je tiens à me poucave tout de suite, comme ça au moins c'est fait. J'aurais fait mon pardon devant vous tous aujourd'hui. Il se trouve que quand je jouais à Knight, il est arrivé que lors d'un premier scénario, il y avait une scène où il y avait des musiciens, donc je ne spoil pas et compagnie, où j'ai attrapé justement un lance-grenade, il me semble, avec une bombe, enfin avec une grenade incendiaire, je crois. Alors attention, ça remonte il y a longtemps, donc ne me jugez pas trop vite. Et j'ai tiré directement, comme un cingouin, dans la scène. Alors attends, il y a Carion qui pose une question. Le jeu propose des scénarios où tu peux directement commencer avec une méta-armure hyper avancée, du style commencer niveau 8, dans des dés, où ouais. le MJ doit se casser la tête. Non, il me semble, si je suis quasiment sûr qu'il y a des pré-tirés dans un des codex. Je crois que c'est le codex. Tac, je l'ai sous les yeux. C'est le codex
8 carrières du Knight, où dedans, tu as des pré-tirés. Alors, c'est des pré-tirés, par contre. C'est des pré-tirés, mais où dedans, tu as des pré-tirés qui ont déjà un niveau avancé, qui ont déjà de l'équipement et des armes de prestige. Ce qu'on appelle des armes de prestige, c'est des armes un peu plus... Bah, c'est comme leur nom l'indique, en fait. C'est des armes plus balèzes qui sont spécialisées pour tel personnage. Donc, si, ça existe, tu peux faire ça. Effectivement, si tu... dans le livre de base, effectivement, tu as déjà un prêt tiré par armure, mais c'est des prêts tirés de débutants. Donc c'est pas comment dire, c'est pas un truc genre niveau 8. Mais par contre, donc du coup sur le site de Entremonde, tu as du coup ce qu'ils appellent des codex. Donc c'est des PDF avec des informations, et tu as notamment le codex 8 où du coup tu as ces fameux prêts tirés qui sont des prêts tirés avancés avec des équipements de prestige, etc. Donc ils sont intéressants. Là, le code d'honneur du Knight, j'aurais dû peut-être le lire avant d'ailleurs de jouer mon perso, parce que tu vois, je m'en souviens. Ouais. Mais c'est comme j'expliquais, en fait, ça là-dessus, on va passer assez vite. Pour faire très simple, voilà, vous êtes un chevalier, vous avez un code d'honneur, vous avez des règles à respecter. En fonction de la section que vous jouez, vous avez des obligations. Faut savoir que l'XP dans ce jeu, c'est des points de gloire et des points d'honneur, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc qui du coup vont varier en fonction de si vous remplissez ou pas les objectifs de votre section. Et du coup, nécessairement, vous êtes quand même obligé de respecter un certain RP. Vous pouvez pas faire n'importe quoi. Et du coup, pour certains, non point d'expérience réellement. J'ai pas compris. Tu parles de Eval Flower? Non, de Zachary. Enfin, si tu parles du comment dire, des points d'XP pour augmenter tes stats, oui, mais c'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas le comment dire, c'est pas le truc le plus important en réalité. Oui, c'est ça. Mais c'est que les points d'expérience, en fait, les points de gloire, c'est vraiment une des mécaniques les plus importantes. Elle est au même niveau, pour moi, elle est au même niveau que les. Oui, t'as raison. Par contre, t'as raison. Ça, effectivement, c'est moi qui me suis planté. Les points d'honneur, c'est quand tu joues pour le Nodashi. La notion de points de gloire dans le jeu est extrêmement importante parce que c'est ça qui te permet d'acheter ton stuff, qui te permet d'acheter ce genre de choses. Donc, de base, c'est important en fait de prendre ça en compte. C'est pas des jeux où logiquement le RP ça peut être un peu fifou, on fait un peu ce qu'on veut, etc. Donc ça peut être un point positif comme négatif. Pour moi, c'est un point positif. Moi, j'aime bien que le jeu force un peu les gens à être RP, mais de mon point de vue, c'est un truc qui peut aussi rebuter certains joueurs. Moi, je connais des joueurs qui aiment bien être un peu fifou, qui aiment bien être un peu faire n'importe quoi tout le temps. Ça peut être le genre de carcan qui peut un peu les saouler. Ok. Ça marche. Du coup, bon, pour finir entre guillemets la partie histoire, on vous explique que du coup, l'anathème, il y a plusieurs seigneurs. La machine, la dame, la bête, la chair. Tu m'arrêtes si je me trompe. Ouais, c'est exactement ça. Comme je disais, en fait, en fonction des régions, ça c'est un truc sur lequel j'avais envie de passer assez vite. En gros, en fonction des régions, vous allez avoir un représentant de l'anathème. Donc, comme je disais, en Europe, ça va être la bête, donc que des créatures, des espèces de monstres un peu mutants. Aux États-Unis, c'est des machines qui prennent vie, Internet qui se rebelle. En Asie, ça va être tout va devenir des espèces d'amalgames de chair. Autant la végétation que les animaux vont devenir une espèce d'amalgame de membres et tout, truc assez dégueulasse. Et dans chacun de ces territoires, il va y avoir ce qu'on appelle des incarnations, qui sont des espèces de big boss qui représentent ces trucs-là. Pour faire très simple. Mais voilà, là on est plus sur du détail. Je vous invite à consulter l'excellentissime bestiaire du jeu si vous voulez en savoir plus. On pourra peut-être voir tout à l'heure. Oui, dans le bouquin de base, vous avez quelques créatures. Et ils ont en plus sorti un bestiaire qui a des illustrations qui sont absolument magnifiques. Qui vaut vraiment le détour. C'est rare parce qu'en général, moi, j'achète jamais de bestiaire.
Moi, je vais être honnête, moi, dans la plupart des jeux, on me dit, ouais, tu vas acheter le bouquin de bestiaire, je te dis, ouais, non, flemme, je l'ai fait moi-même, ou je m'inspire de trucs. Là, c'est peut-être un des seuls univers de jeux vidéo où j'ai acheté avec plaisir mon bestiaire. Ok. Tant je trouve les illustrations chouettes et tout le détail à l'intérieur cool. Ok. Ok. Du coup, le système de jeu Le système de jeu, on y arrive enfin. qui t'a fortement plu. Pour moi, c'est un des meilleurs systèmes de jeu qui existent. Ah, Je vais être honnête. c'est l'un des meilleurs, mais pas le meilleur. Bah en fait, pour moi, c'est très subjectif. Tu peux pas dire qu'un système est le meilleur. Enfin, tu te bases sur quoi pour dire ça? Enfin, euh, Non, mais je peux pas décemment dire que c'est le meilleur parce que qui je suis pour dire ça. Mais de ceux que j'ai essayé moi en tout cas, c'est vraiment un des systèmes qui m'a apporté le plus de satisfaction en jeu. ok. Vraiment. Ok. Bon, après, il faut savoir que le meilleur système de jeu, c'est celui de Warhammer Fantasy Battle. Bon, je me suis pas dans le jukebox. Non, mais j'en démordrai pas. Oui, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un grand fan de Warhammer et donc du coup j'ai du mal à sortir ce JDR. Mais voilà, on ferme la parenthèse. Donc le système de jeu, que peux-tu nous dire dessus? Et ben c'est très simple. Donc c'est un jeu qui se joue avec des D6. C'est un jeu qui utilise ce qu'ils appellent le système combo, qui est décrit juste en dessous, qui est pour moi extrêmement cool. C'est-à-dire que très simple, pour faire très simplement, vous donner un exemple concret. À chaque fois que vous allez vouloir faire une action qui nécessite un jet de dés, le MJ va vous donner une de vos stats. En vous disant, bah voilà, tu vas me faire un jet de force, tu vas me faire un jet de course, tu vas me faire un jet de corps à corps, tu vas me faire un jet de ce que tu veux. Et vous, derrière, vous allez choisir parmi toutes vos compétences une autre compétence qui va orienter la façon dont vous faites votre action que vous utilisez en combo. Vous allez additionner ces deux chiffres, ça vous donne une réserve de D6 à lancer. Tous les chiffres pairs sont des réussites, les chiffres impairs sont des échecs. Vous comptez le nombre de réussites et on regarde si ça dépasse ou non le seuil. Pour donner un exemple concret, le MJ me dit, je dis au MJ, ouais, là, l'espèce de raptor garou que j'ai en face de moi, je vais lui mettre une énorme patate. Il me dit, ok, donc tu vas me faire un jet de corps à corps. Et là, je vais lui dire, ouais, mais en fait, là, je suis juste ultra vénère, donc je vais pousser le plus grand cri que je vais faire. Je vais prendre tout mon élan et je vais mettre toute ma vie dans cette patate. Il va me dire, ok, donc ça, c'est un combo avec hargne. Donc tu vas prendre ta stat de combat, ta stat de hargne, tu vas faire ta réserve de dés, tu vas ajouter ton dé. À l'inverse, moi, je suis un mec plutôt malin et je me dis, ok, là, je vais mettre une patate avec. Du coup, je vais essayer de regarder où est le point faible de la créature. Et je vais essayer de regarder où est son point faible et de frapper pile là où ça fait mal. Et là, bah, typiquement, il va me dire, ok, bah, très bien, bah, dans ces cas-là, tu vas me faire un jet de corps à corps avec, je dis n'importe quoi, les caractéristiques, ça va être avec ton attention. Voilà. Ou avec ton savoir. Et du coup, je vais pouvoir faire mon jet de corps à corps avec une stat qui va peut-être être plus intéressante ou moins intéressante, mais qui va correspondre finalement à la saveur que je veux donner à mon action. Est-ce que je décide de frapper en étant un petit peu subversif, en essayant de feinter la créature? Est-ce que je vais essayer de frapper à distance, etc., etc., etc. Pour faire très simple. Donc c'est toute l'idée de ce système de combo. Et ça permet à la fois d'ajouter une notion, une notion RP à l'action, sans tomber dans les mêmes genres de systèmes que L5R où c'est t'as ta stat de feu, ta stat de machin, ta stat de bidule, mais qui oriente aussi du coup le caractère de ton personnage. Là on n'est pas du tout là-dedans, mais on est dans un système qui reste quand même très intelligent. À ça il rajoute le concept d'overdrive, c'est-à-dire que votre personnage il va avoir ce qu'on appelle des overdrive, qui sont des réussites automatiques. Ce qui fait que plus votre personnage va gagner, va progresser, déjà plus ses stats vont augmenter grâce aux points d'expérience qui vont permettre de faire augmenter les stats. Et derrière, avec les armures et du coup les fameux points de gloire, il va pouvoir avoir de plus en plus d'overdrive qui vont lui donner de plus en plus de réussites automatiques, qui vont lui permettre de, du coup,
pour certains jets de devenir triviaux, voire carrément automatiques. Certaines difficultés, j'ai n'importe quoi, si tu as 4 overdrive dans un truc, je donne un chiffre à la con, hein. Si tu as 4 overdrive dans un truc, bah, ça veut dire que tu as 4 réussites automatiques. Ça veut dire que tous les jets qui en fait de base ont un seuil de 4, bah, pour toi c'est des réussites automatiques. C'est un truc qui devient genre tu le fais naturellement. Tu pourrais considérer que tu n'as même plus besoin de lancer de dés pour le faire. Donc ça c'est voilà. Moi, c'est un système que j'aime énormément, parce que j'aime beaucoup le fait de pouvoir, de pas simplement se concentrer sur l'action, de pas simplement dire, bah voilà, je veux lui voler un truc, fais-moi ton jet d'escamotage, point. Ouais. Moi, j'aime bien le fait de pouvoir donner plus de relief, plus de détails sur la façon dont j'effectue mes actions et que ça ait un impact. C'est pas juste de dire, parce que dans n'importe quel jeu, tu peux dire ouais, je mets toute ma patate et je mets le plus gros coup de ma vie en hurlant comme un dératé. Mais dans beaucoup de jeux, bah ça, oui, bah super, bah fais-moi ton jet d'attaque, ça change rien. En tout cas, dans les règles de base, ça ne change rien. Là, dans ce jeu-là, ça a vraiment un impact. Donc c'est vraiment très très cool. Les amis, si jamais il y a un petit sondage qui est en cours, si jamais vous voulez qu'on fasse une petite vidéo de création de personnage spécial Knight, n'hésitez pas, oui, carrément, ou non, ça va aller. N'hésitez pas à voter. Comme ça, bah, écoutez, si jamais vous avez envie, on peut se faire ça avec Ogma, tranquillement, et vous expliquer ça avec un petit peu plus, bah, on va dire step by step, histoire que bah, vous sachiez faire. Voilà. Et excuse-moi d'avoir coupé, je te laisse continuer. Pas de souci. De toute façon, j'avais plus ou moins fait le tour. Donc là, effectivement, vous allez avoir du coup les différentes caractéristiques qui vous sont présentées dans les pages qui suivent. Ouais, Mad Max, bien sûr, avec le tarot. Il faut savoir que la création de personnages, elle peut se faire, on va dire, naturellement en piochant dans les différentes tables, on verra ça plus tard, mais elle peut se faire aussi par l'intermédiaire d'un jeu de tarot, que j'ai d'ailleurs, que j'ai juste à côté, je pourrais vous le sortir si jamais ça vous intéresse, ou qu'on sortira, je pense, lorsqu'on fera la vidéo de création de personnages, pour que les gens puissent le voir. Qui est très très bien illustré d'ailleurs, qui est magnifique, qui sert du coup à ajouter un peu un côté aléatoire à la création de perso, qui est très très cool. Ouais, le jeu de tarot il est absolument sublime. Moi aussi, quand je l'ai vu, je l'ai acheté direct, j'ai même pas réfléchi. Est-ce que vous aussi dans le chat vous l'avez acheté? Est-ce que vous avez craqué comme l'a fait Ogma? D'ailleurs, est-ce que Zélien, notre MJ adoré, alors il faut savoir une chose, oui, on l'a pas dit en début d'émission, mais Zélien devait être avec nous ce soir, malheureusement il a une voix d'anathème, donc du coup on a dit non, c'est mort, tu vas faire peur aux gens. Non, il a la voix cassée, donc malheureusement il nous aide dans le chat, il est d'un ultime secours, mais voilà. Ce soir, Zélien, c'est mon IA. C'est ton IA. Et du coup, ouais, donc là, on vient de passer assez vite la partie sur les stats. Sur les stats, il faut savoir que du coup, en fait, les stats, ils sont répertoriés en aspects et en caractéristiques. En gros, les aspects, bah, c'est des grosses familles, on va dire, de stats, qui ont les mêmes noms que les représentants de l'anathème, donc c'est rigolo. La chair, ça va être tout ce qui va correspondre au corps, à la force physique, etc. La bête, ça va être tout ce qui va correspondre à l'instinct, la violence, ce genre de choses. La machine, on va plus tourner vers la logique, l'intelligence, tirer avec des armes à feu. La dame, ça va c'est un peu ce qui correspond à l'éloquence, le charisme, etc. Et le masque, ça va être un peu tout ce qui est la supercherie, le faux semblant, la roublardise, pour faire très simple. Donc effectivement, dans la chair, on va retrouver le déplacement, la force, l'endurance. Dans la bête, on va retrouver la hargne, le combat, l'instinct. Dans la machine, on va retrouver le tir, donc tout ce qui est tir avec des armes à feu, le savoir, donc tout ce qui représente l'intelligence, et la technique, donc tout ce qui revient à utiliser la technologie. Dans la dame, on va avoir l'aura qui représente un petit peu le charisme du personnage, la parole qui représente la capacité de persuasion, et le sang-froid, qui, comme son nom l'indique, représente simplement le sang-froid. Et après, pour finir, dans le masque, on va avoir tout ce qui va être discrétion, dextérité et perception. Il faut savoir, chose importante, que c'est pareil, ces stats-là, elles ont vraiment un sens. C'est-à-dire que en fonction du score que vous avez dans ces stats,
votre personnage va pouvoir faire plus ou moins des choses. Plus votre stat, par exemple, n'importe quoi, de corps va être élevé, de force va être élevé, plus vous allez pouvoir porter des choses lourdes. Ok. Il y a une description, on vous dit, voilà, avec un score de 3, votre personnage il peut soulever 50 kilos sans trop de problèmes. Avec un score de 6, c'est un haltérophile, il est capable de soulever 150 kilos. Et avec un score de 9, il peut soulever plus de 400 kilos. Ouais, c'est la montagne. Et est-ce il écrase la tête de ses ennemis Oh bah il peut, mais c'est pas très... c'est pas un truc de chevalier, quoi. C'est pas- Je pense qu'il faudra qu'on définisse vraiment ce qui est un truc de chevalier et ce qui n'est pas un truc de chevalier. Moi, je dis que c'est un truc de chevalier quand même. Tu harmonises avec la nature. Exactement. Et pour retrancher avec ce que j'ai déjà vu dans le chat tout à l'heure, je rebondis pas, vous excusez-moi, hein, mais je rebondis pas forcément sur tout ce que vous dites dans le chat malheureusement, parce que sinon j'aurais pas fini. Parce que là ce soir j'ai que des spécialistes avec moi, c'est vraiment trop top. Mais effectivement, les overdrive te permettent de débloquer des choses aussi au fur et à mesure. Et du coup, plus vous avez d'overdrive, et plus vous pouvez faire également de choses. Et comme le disait Zedlian très intelligemment, avec 4 overdrive, bah, vous pouvez soulever plus de 30 tonnes. Voilà, vous êtes une brute. Ah oui, bah 30 tonnes, oui, oui tu soulèves des camions, quoi. Ah, Mad Max, ça va être la première fois de la soirée que toi et moi on n'est pas d'accord. Pour moi, la meilleure c'est la Berserker. Mais la Barbarian, ah, 1, 2, 3. La Barbarian, c'est mon deuxième choix. C'est mon deuxième choix, mais en premier la Berserker. Berserker Ah, Force. t'inquiète pas, je vais bientôt lancer un, comment dire, un sondage sur quelle est votre armure préférée. Donc, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du système? Donc, le système, tu nous as parlé, mais du coup, scène et phase de conflit. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Le tour du jeu. Euh, ça pour le coup c'est non mais en fait là-dessus c'est assez simple, on va passer assez vite. Grosso modo, chose importante, pour ce qui est des scènes, c'est comme dans tous les jeux de rôle. Une scène, c'est défini par un laps de temps. Vous avez... c'est défini par le MJ. Ça, c'est des choses qui sont assez classiques. Ouais, mais alors, Le tu sais combat... que classique, j'ai déjà remarqué, mais souvent, pour les jeunes joueurs, ils savent pas trop, en fin de compte. Parce que n'oublie pas, bon, même s'il y a beaucoup, entre guillemets, de rôlistes, comment dire, de vieux baroudeurs avec nous, il faut aussi, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas trop, leur expliquer. C'est pour ça aussi que je t'attire un peu sur ce terrain-là, parce que je t'avouerai qu'il y a des gens parfois qui ne savent pas trop. Pour faire très simple, alors dans ce qu'ils appellent une scène, en fait, grosso modo, c'est un, une zone, un lieu et une action. Enfin, c'est une zone Mhm. temporelle, géographique, dans laquelle il va se passer quelque chose. Ok. Donc, durant une scène, les PJ ils font des actions dans l'ordre logique qui vont décrire d'une manière ou d'une autre. Mhm. En fonction des réussites ou des échecs, ça va entraîner des péripéties et chacun va jouer à tour de rôle jusqu'à ce que Ok. la scène soit considérée par le MJ comme terminée. Pour ce qui est des Ok. combats, c'est un petit peu différent, parce que les combats, on va être sur vraiment une notion de tour par tour, avec un D'accord. tour qui représente à peu près entre 6 et 10 secondes, en moyenne, Ok. en règle générale. Ok. Euh, Lors des combats, pour faire très simple, si je dis pas de bêtises, euh, les personnages ont droit à une action de déplacement et une action simple, si je dis pas de bêtises. Si mes souvenirs sont bons, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Euh, N'hésitez pas dans le chat à nous dire, à nous corriger, si jamais on dit des bêtises. mais il me semble que c'est ça. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est ça. Faut savoir que du coup, euh, quand vous vous battez, ça c'est un truc qui est important, vous allez pouvoir choisir un style de combat Mhm. qui va vous donner des bonus et des malus et qui va représenter un petit peu la façon dont vous vous battez pendant le combat, Ok. pour faire assez simple. Euh, le principe de base, il est somme toute extrêmement simple. Vous faites votre jet d'attaque, donc vous faites votre réserve de dés, vous lancez. Vous comptez le nombre de réussites que vous comparez à la défense de l'ennemi. Euh, au corps à corps, vous devez dépasser la défense.
si vous lui tirez dessus, vous devez dépasser sa réaction. Une fois que vous avez réussi à le toucher, lui, il va avoir du coup très souvent une armure ou une protection qui va réduire les dégâts. Vous lancez vos dégâts, vous réduisez l'armure et le reste, bah, c'est les dégâts que vous infligez aux ennemis. En sachant que Knight a un système que je trouve assez cool pour gérer à la fois, pour représenter à la fois, on va dire, des créatures seules ou des hordes. C'est-à-dire que vous avez les dégâts et la violence. Chaque arme a une valeur de dégâts et une valeur de violence qui représente le fait qu'elle va être efficace soit sur un mec tout seul ou sur une horde. Typiquement, par exemple, on peut être surpris la première fois quand on va regarder une arme. Alors là, j'ai pas vraiment d'arme en tête, mais je vais donner un exemple un peu grossier pour que les joueurs, enfin pour que ceux qui connaissent pas trop puissent appréhender le truc. Bah, vous allez voir par exemple une épée et un lance-roquette qui vont avoir la même valeur la même valeur de dégâts de base. Par contre, la valeur de violence va pas du tout être la même parce que effectivement, en gros, contre une cible unique, ça aurait plus ou moins le même résultat. Par contre, contre une horde avec plein de gens, bah, y en a un qui va être beaucoup plus efficace que l'autre. C'est un peu l'idée. Là, je prends bien évidemment un exemple qui est grossier. Je suis certain que si on compare les armes dans le bouquin, ce serait pas tout à fait exact, mais c'est l'idée. C'est-à-dire qu'il y a certaines armes qui vont être très efficaces contre une cible unique et du coup ça va représenter le fait qu'elles font beaucoup de dégâts, mais qui contre des hordes vont pas être efficaces du tout. Et oui, effectivement, Evalflower, t'as raison, la violence ça permet aussi de toucher le décor. Donc ça représente un petit peu du coup le rayon d'explosion, tout ça. Ok, d'accord. Un petit mot, un plan cybernétique, comme on le voit à l'écran, thérapie de reconstruction. Est-ce que tu peux nous en parler ou tu souhaites passer rapidement? Bah ça, pour faire assez simple, ça c'est plus du... Comment dire Du roleplay? En fait, c'est du roleplay sans être du roleplay. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, si vous avez un personnage qui est blessé, d'une manière, voilà, d'une manière, on va dire, assez grave, peut-être intense. Ouais, voilà, il a perdu un bras ou une jambe, etc. C'est possible de lui poser un implant cybernétique ou de lui faire une reconstruction corporelle. Donc, on peut imaginer qu'il aura une prothèse ou qu'on va faire regrossir le membre, mais ça a un coût. Ça a un coût et du coup là ça vous décrit en gros le temps que ça prend et le nombre de points d'espoir que ça va vous coûter. Ok. Pour faire ça. Savoir qu'il y a une notion aussi dans ce jeu qui est extrêmement importante. Donc comme on vous l'a dit, donc là vous allez voir en fait par la suite, vous avez un espèce de tableau de blessures aléatoire. Parce qu'effectivement, comme dans beaucoup de jeux de rôle, quand vous tombez à zéro, vous allez faire un jet dans le tableau des blessures. Et en fonction du résultat, ça peut avoir du coup bras mutilés, jambes mutilées, trauma crânien, dos brisé, etc., etc. Et du coup, ça va vous coûter des choses de réparer tout ça. Faut savoir aussi qu'il y a une notion qui est extrêmement importante dans Knight, c'est la notion d'espoir. Vos personnages ont un certain nombre de points d'espoir. Et en fonction de ce qu'ils vont voir, de ce qu'ils vont découvrir, de ce qu'ils vont vivre, aussi, ils vont plus ou moins perdre ces points d'espoir. Et la conséquence de cela, c'est que au bout d'un moment, ils peuvent finir désespérés. Et s'ils finissent désespérés, donc s'ils ont plus assez de points d'espoir, votre personnage va littéralement devenir un PNJ. En gros, votre personnage va devenir méchant, simplement. Il va perdre complètement espoir, il va devenir fou, et tout simplement, il va devenir un monstre. Et effectivement, le principe du 0 HP. Du coup, c'est bon, vous avez compris, vous avez besoin que je revienne dessus. Le fait que quand vous mourrez, quand vous arrivez à 0, vous avez des blessures, etc., qui peuvent vous mutiler et que vous avez du mal à vous en remettre. Ça va? Parce que je vois dans le chat. Ok. Si jamais vous avez besoin de plus d'infos, s'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas. Je pense avoir fait le tour. Tout à l'heure, vous avez répondu au sondage que ça vous intéresserait si on faisait une vidéo spéciale création de perso. Donc, je pense qu'avec Zélien et Ogma, on se tournera ça tranquille. Alors, ce sera pas un live, ça sera une vidéo YouTube. On prendra le temps de vous expliquer. Et on prendra chaque point le temps de vous expliquer. Comme ça, au moins, à la limite, s'il y a des sujets sur lesquels ce soir, on n'a pas très bien expliqué, plutôt Ogma, parce que moi, je vous avouerai, ayant été que joueur, je peux pas non plus. Je peux pas trop parler. Mais le truc, c'est que effectivement, on a un bouquin qui est énorme.
avec beaucoup de sujets, beaucoup de détails là-dedans, qu'on peut malheureusement pas, expliquer dans le détail avec le temps qui nous est imparti, parce que je crois qu'on a jusqu'à 22h30, c'est ça? Si je dis Non, pas de bêtises. après on peut durer jusqu'à 3 heures du matin. Ouais, C'est mais pas je suis pas sûr que les gens, je suis pas sûr que les gens ont très envie de nous écouter jusqu'à 3h du matin, ni envie de regarder une vidéo YouTube qui dure 5 heures. Mais mais du coup voilà, on est obligé forcément d'aller un petit peu vite sur certaines choses, et c'est pour ça qu'il y a des sujets sur lesquels je fais volontairement des comment dire, des simplifications. Non, ça va pas être trop possible pour moi, Mad Max, parce que sinon demain je pense que je vais pas pouvoir aller au travail. Parce que malheureusement, on n'est pas encore assez riche chez Entrejeux pour pouvoir se permettre de pas aller travailler. Ou c'est pas encore la fin du monde et tu t'es pas encore parti du Night. Ou je fais pas encore partie du Night. Ce serait une bonne option. Ce serait une bonne option. Mais trêve de digression, effectivement, il y a des points sur lesquels on va aller relativement vite et sur lesquels on va faire volontairement des simplifications, sur lesquels on va être simpliste, sur lesquels on reviendra après, peut-être dans une vidéo de création de personnages, et plus encore après, peut-être si on se lance dans un actual play ou une campagne, ce qui serait pas impossible. Je promets pas qu'on va le faire, mais c'est Waouh. potentiellement Alors, c'est potentiellement dans les cartons. Du coup, maintenant qu'il a lancé jeter la pierre gentiment, petit sondage, est-ce que ça vous intéresserait comment dire, un actual play, les amis? Un actual play Night, je trouve qu'il y en a pas assez. Il y en a pas assez sur YouTube. Il y en a vraiment pas assez. Écoute, j'en cherche régulièrement, j'en trouve rarement. Je sais qu'il y en a qui le font, hein. Il y a des chaînes qui en font de l'actual play, mais je trouve qu'il y en a pas assez, et ça me ferait bien plaisir. Ça me ferait bien plaisir d'en faire. Donc pourquoi pas. Je te laisse continuer, du coup. Oh là, terrible. Il y a des gens qui sont trop chauds. Des gens qui sont beaucoup trop chauds. Du coup, ouais. Donc voilà, pour résumer simplement le combat, donc t'es passé sur les armes improvisées et le décor. Oui, excuse-moi, est-ce que tu veux Ça, peut-être c'est que je... Non, pour résumer très simplement, ce qui est très rigolo, c'est que du coup vous avez des méta-armures qui peuvent grossir énormément. Vous pouvez vous battre contre des monstres qui font potentiellement 6-8 mètres, etc. Et du coup, il y a ils ont fait tout un tableau d'armes improvisées, et c'est quand même très 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 drôle, parce que dans les armes improvisées, j'en cite juste comme ça, vous avez des lampadaires, bon, le truc classique, cadavre, bon, on peut taper un type, pour le coup on peut faire comme dans Camelot, on peut se battre avec des serviteurs, prendre un serviteur et taper un autre avec. On peut utiliser une voiture ou une moto comme arme, et en fonction du nombre d'overdrive qu'on a en force, à la fin on peut se battre avec un camion, avec une façade d'immeuble, avec un yacht. Donc c'est assez rigolo. Pour le coup, c'est assez fun. Ok. Bah écoute, ça marche, même si bon, je suis pas sûr que se battre avec une façade d'immeuble, quoique, tu me diras. Je me souviens avoir rencontré des ennemis qui parfois ça méritait, mais on n'avait pas assez de force pour ça. On continue du coup, améliorer son Ouais, chevalier et compagnie. sur les véhicules, on va passer assez vite. Grosso modo, vous pouvez avoir des motos, des trucs qui volent, voilà. Toute une partie en véhicule. Pour faire très simple, il y a un système aussi qui gère les véhicules, etc. C'est intéressant, mais on va pas forcément beaucoup s'attarder là-dessus. Sachez simplement que voilà, vous pouvez tout à fait conduire des véhicules. Bah écoute, Ok. Evalflower, euh, hésite pas si si vous faites de l'actual play sur YouTube, je suis pas sûr que ça pose problème que Non, tu non, mais mettes tu peux ton partager, bien actual sûr. play. Donc Bien sûr. hésite pas à partager. Si tu partages ta chaîne YouTube, vas-y, hein, fais-toi de la pub, profites-en, hein. Nous on est pour propager le jeu de rôle. Mais bien On est sûr, pour carrément. diffuser le jeu de rôle, donc vas-y, hein, surtout fais-toi plaisir, n'aie pas peur. Alors, Borgil qui dit tuer une créature en la frappant avec le cadavre d'une autre créature. Tu Moi, peux, j'aime. c'est très très fun. Oui, mais alors attends. Du Je trouve coup, qu'il n'y a rien de plus fort que de tabasser un mec avec son frangin. ouais, mais alors moi, je Franchement, trouve. c'est assez fun. Là, il y a un problème, monsieur l'arbitre. Il y a un problème. Je comprends pas. Moi, pour moi, c'est pas très chevalier. Autant écraser la tête d'un ennemi en mode la montagne, c'est pas très chevalier, mais là, c'est chevalier. Faut Ça que tu dépend, parce m'expliques. que si la créature en question, c'est un espèce de mélange d'hippolion chauve-souris dégueulasse, et que tu la tapes avec un autre hippolion chauve-souris dégueulasse, bon,
C'est moins gênant, tu vois. Voilà. Après, forcément, oui, si tu vas juste poser une question à un villageois qui te dit non et que tu le tabasses avec son frangin, oui, non, là, c'est moins chevaleresque, on est d'accord. Mais si c'est des monstres, ça passe. T'as le droit. Très bien. On va passer à la création du coup de son chevalier. Donc rapidement, il y a plusieurs étapes, 10 étapes. Est-ce que tu peux nous très rapidement nous les condenser, nous les expliquer très brièvement? Alors pas non plus trop, mais Mais alors pour faire très simple, j'adore cette pour, image. J'adore cette image. Gros ouais, biceps. elle est magnifique. En gros, la première étape. Donc la première étape, c'est ce qu'on appelle les scores de base. Donc en gros, le jeu va considérer que de base, quand vous créez votre personnage, vous avez 2 dans chacun des aspects, donc la chair, la bête, la machine, ce que je vous avais défini, et 1 dans chacune de vos caracs. Voilà, vous avez un truc. Ça, c'est la truc de base. À partir de là, vous allez choisir tout plein d'éléments RP qui vont donner du coup du background, qui vont donner de la consistance à votre personnage, qui vont lui donner du lore, et qui vont à la fois lui faire gagner des stats. Et ça, c'est ce que je trouve aussi assez top dans cette création de personnage, c'est qu'à chaque fois que vous allez choisir quelque chose pour votre personnage, ça va toujours être du lore et des stats. Les deux vont avec. Donc la première étape, ça va être choisir un archétype. Donc pour faire très simple, c'est qu'est-ce qu'il est pendant qu'est-ce qu'il est avant de rentrer dans le night. Donc est-ce que c'était un rebut? Est-ce qu'il vivait dans une société? Est-ce que c'était un survivant? Est-ce que il était membre d'une société secrète? Est-ce que c'était un agent du Nodashi comme Bediver, le mec dont on parlait avant? Est-ce que c'était un artiste? Est-ce que c'était un religieux, un génie, un leader, un Allez, hors-la-loi, admettons, etc., etc. on doit créer un perso, c'est un mec qui fait des live Twitch un mardi soir sur Night. Voilà, donc c'est une Eh célébrité. bah, Alors, ok, tu considères que c'est une célébrité. c'est Ok. ça. Squeezie, Chevalier du Night, c'est parti. Non. Non mais, ok, très bien. Et bah tu vois, par exemple, voilà, si tu choisis une célébrité, bah Mhm. du coup tu choisis le fait que, effectivement, c'est une célébrité, et de base ça va te donner des bonus dans tes stats, donc tu vas pouvoir gagner 1 point dans la caractéristique aura, Mhm. et 1 point dans la caractéristique parole. Voilà. Ok, ça Ensuite, marche. passes à l'étape suivante, donc du coup, le tirage des cartes. Ok. Donc, du coup, là, c'est le moment où on parlait tout à l'heure du jeu de tarot, c'est exactement ça. Mhm. C'est qu'en fait, en dessous, tu vas avoir, du coup, différentes cartes Mhm. qui vont te représenter un passé, un bonus, un avantage, un inconvénient. Alors, tu as le choix, soit tu as le jeu de cartes et tu fais ton tirage, donc tu Ouais. tires tes lames de tarot, t'en Mhm. tires... combien c'est déjà? Ça fait une éternité que j'ai créé mon perso, moi. Je sais plus combien t'en tires. Bref, t'en tires un certain nombre. Je sais plus exactement combien. D'accord. Je crois que c'est 4. Si je dis pas de bêtises, que ça représente en gros chacun des aspects suivants. Si je dis Ah, pas de ok, bêtises. d'accord. Donc le passé, passé, bonus, avantage, inconvénient, c'est ça? 5 cartes, autant 5 pour moi. cartes? Ok. Ok. Et en gros, pour chacune de ces cartes, tu vas pouvoir choisir du coup un passé, un bonus, un avantage ou un inconvénient. Ok. En sachant que du coup, si vous n'avez pas le jeu de tarot, n'ayez Mhm. crainte, vous pouvez tout simplement choisir dans le truc. Vous n'êtes pas obligé de le tirer au hasard. C'est forcément toujours plus drôle quand on tire au hasard. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça plus drôle. Mais si l'aléatoire, ça vous saoule, que vous avez une idée très très précise de ce que vous voulez, pas de problème. Vous pouvez choisir. Il n'y a aucun souci. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de joueurs. Tu vas avoir des joueurs qui vont faire du pur Ouais. hasard et qui vont se débrouiller avec un perso qui est fait comme ça. Et puis, tu as aussi des joueurs qui vont vouloir, entre guillemets, avoir le perso le plus, je vais dire compétitif possible. C'est pas le bon terme, le plus, Oui, j'ai le pas le plus bon terme. optimisé. Voilà, le plus Le optimisé. plus optimisé. Mais puis il y a des gens qui aiment juste pas l'aléatoire, en fait, qui ont envie d'avoir Bien leur sûr. personnage à eux, qu'ils ont choisi, qu'ils ont défini, Mhm. etc. Et ça, c'est quelque chose que je comprends totalement. Donc, comme je vous disais, vous avez le choix. Soit vous avez le jeu de tarot, parce qu'il y a des gens aussi qui ont tout simplement pas eu l'argent pour acheter le jeu de tarot ou qui ont pas pu l'acheter au moment où il était. Je sais pas s'il est toujours disponible. Ou qui ont peut-être pas juste voulu l'acheter et qui, du coup, préfèrent choisir. Ça, c'est vous qui choisissez. Ok. Ça, mais il faut savoir que les deux sont possibles. Vous pouvez faire ça avec le jeu de tarot de manière aléatoire ou vous pouvez tout simplement choisir. Donc une fois que vous avez choisi du coup votre passé, votre bonus, votre avantage, votre inconvénient, etc., Mhm. l'étape suivante, c'est le haut fait. Le haut fait, c'est en gros qu'est-ce que votre personnage a fait pour se retrouver dans le night. Qu'est-ce qu'il a fait d'exceptionnel qui lui a valu sa place dans le night. Ok. Et du coup là, c'est pareil, vous avez toute une liste
avec du coup à chaque fois un petit élément RP, Mhm. une condition, une restriction. Donc là par contre ça vous demande, ah, excusez-moi, ça vous demande tout de même, ça vous demande tout de même d'avoir en stat quelques trucs. Donc ça c'est le genre de truc où ça vaut le coup d'avoir tout lu avant. Ça vaut Ok. le coup d'avoir tout lu avant, parce qu'effectivement, typiquement, je dis n'importe quoi. Votre délire, vous, c'est d'avoir fait un personnage qui a été torturé dans les ténèbres. Mhm. Donc, du coup, qui a été enlevé par des créatures des ténèbres, qui a survécu, etc. Bah, on vous dit qu'il faut minimum un score de 4 en endurance et de 4 en force. Ouais. Donc, ça veut forcément dire que vos stats qui ont été faits avant doivent correspondre à ça. Ok. Donc, eh, il y a forcément un petit peu de construction à faire si vous voulez avoir spécifiquement ce truc-là. Après, si vous faites à l'aléatoire, vous pouvez très bien, en fonction du score que vous avez, en choisir un dans la liste. Mhm. Et vous pouvez même faire encore mieux, ça on en avait parlé un petit peu en début de la vidéo, c'est-à-dire jouer le scénario qui vous fait vivre l'apocalypse. Et dans ces cas-là, bah, en fait, cette étape-là, elle sera littéralement définie par le scénario. Qu'est-ce Mhm. que vous allez faire dans le scénario qui va vous valoir, du coup, un titre et une entrée dans le night. Et là, Ok. encore une fois, du coup, on a un truc qui s'accompagne de l'or, donc d'une histoire. Est-ce que vous avez défendu une œuvre d'art? Est-ce que vous avez participé à la création du Night? Est-ce que vous avez créé une exo-armure? Est-ce que vous avez rendu de l'espoir à une communauté, etc. Et à chaque fois, ça va s'accompagner d'un bonus de stats et d'un petit surnom en fonction de ce que vous avez fait. Donc, si vous avez choisi le renouveau de l'espoir, ça peut être l'espéré, le lumineux, l'innocent. Si vous avez été un héros de guerre, bah, ça peut être le champion, le héros, le guerrier, etc., etc. Ok. 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 Ensuite, on passe à l'étape suivante, le blason et le vœu. Donc là, c'est aussi un petit peu dans ce dont je parlais, c'est-à-dire le côté votre personnage, bah, c'est pas juste un perso. Il a fait un vœu, il a fait un serment qui Mhm. va à la fois avoir un aspect RP et qui va avoir aussi une conséquence mécanique parce lorsque vous allez acheter des améliorations, typiquement en fonction du blason que vous avez choisi et du vœu que vous allez faire, il y a certaines améliorations auxquelles vous aurez accès, d'autres auxquelles vous n'aurez pas accès. Donc là, vous avez toute une liste d'animaux qui correspondent à des blasons et qui Ok. correspondent du coup à une symbolique et à un vœu que vous allez faire. Par exemple, si vous choisissez le cerf, donc le cerf, ça symbolise l'honneur, le respect, la hiérarchie. Donc on vous explique qu'un type qui aborde ce blason-là, Mhm. c'est quelqu'un de très déférent, de très obéissant, de très fervent D'accord. envers Arthur et les autres chevaliers de la table ronde. Et du coup, le vœu que vous allez prononcer, ça va être obéir à la lettre aux ordres de tous les chevaliers d'Arthur et d'Arthur. D'accord. Voilà. À l'inverse, si vous choisissez le lion, ça va être un truc, le vœu, ça va être de ne jamais fuir devant un ennemi si ça met des innocents en danger. Ok. Si vous choisissez le sanglier, ça va être accomplir le ou les objectifs actuellement fixés, coûte que coûte. Et voilà. Donc chacun des blasons, du coup, va vous forcer à faire un vœu, et ça, c'est un truc que vous êtes obligé de faire. Qu'est-ce Votre que personnage va qu'est- s'engager à faire et qui ne démordra pas. qu'est-ce que vous avez fait dans le chat comme vœu? Qu'est-ce que vous avez pris? Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour le coup, notre cher Ogma? Qu'avais-tu pris Ah, comme vœu? alors moi, ça a été compliqué parce qu'en fait, moi, j'ai un gros problème avec ça, c'est que moi, à partir du moment où tu mets des blasons avec des animaux, j'adore. J'adore, mais j'ai tendance du coup à vouloir choisir un animal qui me plaît. Et du coup, ça a été un choix qui a été compliqué parce que, euh, tu vois, par exemple, le, le vœu du taureau, moi j'aime beaucoup. Respecter à chaque mission le code d'honneur du knight, je trouve ça cool. Mhm. Maintenant, l'animal, le taureau, c'est un animal, ça m'emmerde. Enfin, j'ai pas Ouais. du tout envie d'avoir ça sur mon armure. Alors qu'à côté, tu mets le sanglier, là on discute, tu vois. Ouais. Le sanglier, le corbeau, là on parle. Moi, ça, c'est les animaux qui me parlent. Et typiquement, j'adore le corbeau, sauf que bah, participer à la résolution d'un crime, d'un enlèvement ou d'un meurtre, ah, personnellement, ça m'emmerde. Mais ça m'emmerde d'une force, vous pouvez pas imaginer. Du coup, moi, j'avais choisi le sanglier. Parce que c'était D'accord. celui où je trouvais que l'animal me plaisait bien et où Ok. l'objectif me plaisait bien aussi. J'avais hésité entre le corbeau, le sanglier et le cerf, mais comme je disais, le corbeau, bon, le vœu m'emmerdait beaucoup. Le cerf, je trouvais ça un peu trop vanilla. Et Mhm. du coup, le sanglier, ça m'a plu. Mais Ok. Je me souviens plus du tout ce que j'avais fait comme vœu. J'ai un doute sur celui du serpent, mais je ne suis pas
Ah, ou le dragon. Le dragon ou le serpent, j'ai un doute. Si Zélien veut bien m'éclairer de sa lanterne de MJ. Ouais, est-ce qu'il s'en Euh, souvient déjà? est-ce qu'il s'en souvient? Oh, si, il a une meilleure mémoire que moi. Ah, ça fait Pyrite longtemps qui quand même. dit perso, j'ai choisi le lion car perso très axé sur sauver et aider son prochain. Le lion est cool, D'accord. ouais. Le lion est très cool aussi. Et c'est ce qui est un petit peu dommage. Mais euh, c'est que j'ai choisi lion. Oh, putain, j'étais carrément à l'ouest. Super, bon bah, lion. Ne jamais fuir devant un ennemi s'il met des innocents en danger. Putain, vu le nombre d'innocents que j'ai butés, franchement, c'était peut-être moi l'ennemi. moi, je sais que si je devais créer un blason, faut savoir que j'ai. Alors, vous me connaissez pas depuis très longtemps, ceux qui assistent à l'émission, faut savoir que moi, j'ai une fascination pour un animal. Euh, ça peut pas être un peu ridicule, mais c'est le coq. J'adore le coq. Parce que c'est un animal qui chante au moment de l'aube. Et j'aime beaucoup l'idée de se dire que finalement, la symbolique de cet animal, c'est le fait de chanter pour que le jour se lève. C'est quelque chose Mais qui me parle, quelque chose qui me plaît beaucoup. alors, déjà, Et c'est très poétique ce que tu dis, mais est-ce qu'on peut pas créer son propre symbole? euh, coq comme l'animal. Alors, il me semble que c'est possible. Ok. Euh, il me semble. euh, Il me semble. T'as bugué. Ouais, il me semble parce qu'en fait, je crois me souvenir. Enfin, pour le coup, en général, le bouquin de Knight est assez du genre, il y a une liste, mais si ça te plaît pas, fais le tien. Ouais. Mais je sais que là, dans l'encart, c'est écrit noir sur blanc, le personnage doit choisir un unique blason parmi ceux proposés ci-dessous. D'accord. Ok. Donc logiquement, je te dirais que c'est au niveau du choix du blason, parce qu'en fait, après, tu as tout un choix de motivation majeure et mineure, que ça, pour le coup, c'est toi qui choisis. Euh, pour le blason, bah, logiquement, tu es censé choisir un de ceux qui est en dessous. Maintenant, je te dirais qu'un peu comme dans tous les JDR, si vraiment dans le lot, il y en a aucun qui te parle ou qu'il y a un vœu qui te parle, mais que le blason qui va avec te plaît pas, parce que l'animal te plaît pas, que t'as pas envie de mettre ça sur ton armure, rien ne t'empêche de discuter avec ton MJ. Alors juste, il m'a beaucoup amusé Eval Flower. Enfin, il ou elle, désolé. Hein, souvent les blazes, on peut pas savoir. Je vous pitch mon perso Hawk, Franck Chabal, le fils caché, barbarienne, chevalier véritable considéré fou, donc chez les Tarasques, veut loup car il est prêt à protéger ses collègues de son corps. Sympa. Moi j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien. J'avais fait un perso comme ça. Moi, je me souviens que mon premier perso c'était un Tarasque aussi, et j'avais beaucoup aimé l'idée d'un rebut. En fait, pour ceux qui connaissent un petit peu Warhammer 40 000, un peu un Karl le Félon. C'est-à-dire que le mec, il a survécu dans une poche des ténèbres. Euh, En fait, c'était le seul survivant. Et les membres du Knight, en fait, quand ils l'ont trouvé, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est le seul survivant parce qu'il a à la fois tué les monstres de l'anathème qu'il avait attaqué et ses potes. C'est-à-dire qu'il a tué les monstres de l'anathème, il est devenu fou, il a tué ses potes. Et quand il est revenu à la raison, bah, il était tout seul au milieu du charnier, il a pas compris. Et du coup, ils en ont fait un Tarasque. Et c'est ce genre de perso qui est pas mauvais, enfin qui est pas mauvais, qui est pas méchant, mais qui, quand il s'énerve et quand il pète un plomb, bah vaut mieux pas être sur son chemin. J'avais bien aimé ce personnage-là. Ok. Ok. Donc du coup, on nous a dit aussi qu'ils avaient créé le faucon et le cheval. Ouais, Ils, ouais, ouais, ça c'est ceux qui ont été ajoutés avec le codex. ils auraient Ouais, pu ils faire sont. le chat, le chien, des trucs un peu classiques, le phoque, le Bah, c'est quand dauphin. même, c'est quand même censé être des animaux. Enfin, c'est quand même censé être des animaux un peu stylés, quoi, tu vois. Ouais, je suis Mais désolé, bon, le phoque, c'est ultra stylé. Franchement, tu- je suis le chevalier du chinchilla, tu sais. À la fin, on finit dans Senseiya, quoi. Non, non, pour le coup, c'est bien ce qu'ils ont fait. Moi, je suis content la qu'ils mangouste, aient pas été trop loin. la Qu'ils aient pas truite. été trop loin. Et Guenièvre la truite. La Non, truite. non. Ah là là Mais là alors là voilà. là. Bon, on va avancer un petit peu parce que on Oui, parce que diverge beaucoup, malheureusement. Euh, les donc ensuite, motivations. les motivations, donc comme je disais, chaque personnage va choisir une motivation mineure, une motivation majeure. Euh,
Pour faire très simple, c'est grosso modo qu'est-ce qui guide votre personnage. C'est du lore en plus. Ça a une importance. Ça a une importance capitale au travers du jeu, puisqu'en fait, le lorsque un personnage en fait accomplit une motivation mineure, ça lui permet de récupérer des points d'espoir, et ensuite il doit en choisir une nouvelle. Et la motivation majeure, bah, c'est le même principe. Ok. C'est des objectifs que se fixe le personnage, euh, et, euh, et ça les guide un petit peu dans l'histoire, tout simplement. Et et comme je disais, grosse chose positive dans Night, on vous met un truc qui a un côté très RP, parce qu'en fait la motivation finalement c'est qu'est-ce qui fait agir votre personnage, Mhm. mais ça a un aspect aussi mécanique, parce qu'effectivement quand vous le résolvez, vous gagnez un des 6 points d'espoir. Ok. Ok, ok. Euh, Là, on va venir aussi sur quelque chose qui est hyper important. Étape 7, la méta-armure. Ça, c'est peut-être l'un des trucs les plus importants. Pour faire très simple, la méta-armure, grosso modo, c'est la classe de votre personnage. Et ce qui est fou avec ce jeu, c'est que c'est le premier jeu que je découvre où la mécanique de classe de votre personnage, finalement, alors sauf si vous êtes dans l'optimisation, etc., Mhm. bah, elle définit pas 100% la façon dont vous allez jouer. On parlait d'armure barbariane tout à l'heure. Bon, je suppose que rien qu'avec le nom, vous vous doutez que c'est pas une armure qui fait dans la subtilité. Euh, et pourtant, vous pouvez carrément jouer une armure barbarienne et tirer à distance. Alors, vous n'avez pas profité forcément de tout l'avantage et de tout ce que peut proposer l'armure, c'est un petit peu contre-productif, mais vous pouvez. Et c'est pas parce que vous le faites que votre personnage va forcément être nul. De la même manière, une armure Priest, c'est pas parce que vous avez une armure Priest que vous pouvez pas aller mettre des énormes claques au corps à corps. Mhm. Et ça, je trouve ça très très cool. D'autant plus que, comme je disais, votre méta-armure, alors il y a quand même une notion que normalement chaque personnage a sa méta-armure, etc. Que c'est un peu, c'est un peu comme les baguettes d'Harry Potter. C'est la méta-armure qui choisit le chevalier, patati patata. Ouais. Toujours est-il qu'en fait, du coup, c'est quand même possible au travers du jeu de changer de méta-armure. Donc, si à un moment votre classe, D'accord. pour X raison, elle vous plaît plus parce que, je sais pas, vous avez choisi une méta-armure Warrior parce que vous vous êtes dit, bah voilà, c'est la plus polyvalente, comme ça, comme je sais pas trop quoi prendre, bah je vais prendre ça. Puis arrivé au Mhm. milieu du jeu, vous vous dites, ah putain, mais finalement, la méta-armure Paladin, elle est vachement bien en fait, c'est Mhm. vachement cool, moi j'ai envie de jouer une Paladin. Bah en fait, vous pouvez. Concrètement, il n'y a rien qui vous empêche vraiment de changer de méta-armure. Donc ça, c'est assez Euh, cool. Est-ce que, juste avant de commencer les explications, tu peux du coup nous parler des trois générations d'armure? Parce que là, je vois qu'il y en a trois. Qu'est-ce qui les différencie? Grosso modo, c'est l'époque à laquelle elles ont été faites. En fait, pour faire très D'accord. simple, ça c'est un petit peu de lore. C'est en gros quand ils ont créé le Knight, ils ont créé donc du coup les 4 premières méta-armures. Ok. Donc vous avez en fait la toute première méta-armure, c'est celle de Arthur, si je dis pas de bêtises, c'était une warrior. Et ensuite, ils ont créé du coup la Priest, la Paladin, la Warmaster. Ok. Ensuite, derrière, il y a eu la Rogue, la Bard, la Ranger. Et après, la Wizard et la Barbarian. Et plus tard, il y a eu l'Apsion, la Monk, la Druide, la Shaman, la Necromancer et la Berserker. Qui sont pas décrites dans le bouquin de base, mais qui sont décrites dans des suppléments. Alors, du coup, Notamment les fameux codex dont on parlait qui sont gratuitement téléchargeables. Donc vous pouvez y avoir accès. C'est pas parce que ok. vous avez acheté, vous êtes procuré que le bouquin de base que vous ne pouvez absolument pas jouer les autres armures. Elles sont toutes trouvables gratuitement. La Ok. seule qui est difficilement trouvable, et encore elle est trouvable parce qu'aujourd'hui il y a un PDF de création de perso qui vous permet d'avoir accès aux différentes armures, c'était la Berserker. La Berserker qui est dure à trouver. Euh, Oasis, non, c'est pas du tout du D&D, c'est un jeu où tu utilises des D6 et, et où du coup, en gros, tu vas avoir des stats qui vont te faire un nombre de D6. Tu vas choisir 2 stats, tu as un système de combo. Ton MJ va te demander une stat, euh, toi tu vas en utiliser une autre, ça va te faire un pool de D6, tu lances ce nombre de D6. Ceux qui sont pairs représentent des réussites, ceux qui sont impairs représentent des échecs. Tu comptes le nombre de réussites que tu as et tu le compares à un seuil, pour faire très simple. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose qui ressemble à du Donjon et Dragon avec du D20.
de ce genre de choses. Ouais, je suis d'accord que c'est presque du spoil d'en parler, mais c'est dommage de pas en parler tant cette méta-armure est cool. De Et, la... De laquelle? La Berserker? ouais, la Berserker. Ok. Parce que c'est une donc pour si jamais à un moment vous dites ah ouais moi j'ai envie de la trouver ouais elle est extrêmement cool cette méta-armure, c'est ma préférée. Elle est disponible dans un bouquin qui s'appelle La geste de la fin des temps. Le bouquin de la campagne en fait, de la geste de la fin des temps. Ok. Donc c'est pour ça qu'elle se trouve pas si facilement. Petit sondage, quelle est votre armure préférée? Alors malheureusement, j'ai pas assez de cases pour vous dire, Alors on va peut-être arrêter pour les vous sondages proposer. parce Mais si, c'est ouais, il est bon, c'est 22h25, il bon faut les quand même qu'on sondages. finisse. Ouais, mais il faut quand même qu'on On ne finisse. finira jamais. Donc on va avancer là-dessus, je pense. Pas de souci. Donc pour faire très simple, chaque méta-armure représente une classe. Les noms du coup font forcément penser à des classes de Donjons et Dragons, mais il faut pacifier. Il faut pacifier parce que c'est pas parce que c'est marqué Warrior que c'est forcément mettre pour faire des grosses faire des grosses quiches. On va s'arrêter sur le voilà très bien. On va s'arrêter sur la fiche principale pour faire très simple. Les points d'armure, c'est en gros les PV de votre méta-armure. Les points d'énergie, c'est les ressources que vous pouvez utiliser pour utiliser les capacités spéciales de votre énergie. Et le champ de force, c'est la réduction des dégâts de votre armure. Ensuite, vous avez l'espèce de petit tableau avec ce qu'ils appellent les slots. Donc c'est les emplacements sur lesquels vous pouvez mettre des améliorations sur votre méta-armure. Le principe, c'est que votre méta-armure, c'est à la fois votre classe, mais c'est aussi votre équipement que vous allez pouvoir personnaliser au fur et à mesure du jeu, ajouter des nouveaux bonus, etc., qui vont la permettre de devenir plus puissante. Ces améliorations, elles vont vous coûter du coup des points de gloire, points que vous allez gagner si vous faites vos missions correctement en accord avec les règles de votre merde. Section de votre section et des recommandations qui vous ont été données. Donc ensuite on peut descendre. Pour faire très simple, chaque méta-armure a sa mécanique qui lui est propre. Du coup, par exemple, vous avez là le perso prétiré. Le personnage prétiré. Tac. Et ensuite, vous avez du coup, effectivement, vous avez en premier lieu, la première page, ça va être la description générale de la méta-armure. En dessous, vous avez du lore. Après, vous allez avoir du coup la mécanique principale. Par exemple, pour la Warrior, la mécanique principale, c'est que c'est une armure qui est extrêmement polyvalente, puisque vous pouvez activer un type au coût d'un certain nombre de points d'énergie, qui vont vous donner des avantages dans différents types de stats, et du coup vous permettre de vous spécialiser au besoin. Donc vraiment, la méta-armure Warrior, c'est pour moi la plus vanilla, la plus polyvalente, c'est l'armure qui est capable un petit peu de tout faire. Et en dessous, alors attends, t'as déjà passé sur le pré-tiré? Ah merde. Et en dessous, effectivement, vous avez le pré-tiré avec des stats génériques et comme vous pouvez le voir, donc du coup la méta-armure, la section, les hauts faits et tout le résumé. La paladin, du coup, c'est la méta-armure de gros tanks. C'est le gros ton. C'est la méta-armure qui a principalement deux grosses mécaniques. Le mode Force Shrine qui vous permet de faire une espèce de bulle de protection autour de vous et de vos alliés pour créer un bouclier. Ou le mode Watchtower qui fait de vous littéralement une tourelle de démolition. C'est en gros, vous ancrez dans le sort, vous sortez vos gros flingues et vous canardez. Ça fait vraiment de vous une grosse tourelle. Donc pour faire très simple, alors, petite chose, j'en précise, les méta-armures, elles peuvent évoluer. Vous pouvez faire progresser votre méta-armure, ce qui va vous donner qui va permettre d'améliorer vos techniques. Ça vous coûte des points de gloire, et du coup, vous pouvez améliorer donc votre armure jusqu'à 3 fois. Typiquement, si on regarde la méta-armure paladin, pour 150 points de gloire, vous pouvez la faire évoluer une fois, pour 200 points de gloire accumulés, vous pouvez la faire évoluer 2 fois, et pour 250 points de gloire accumulés, vous pouvez la faire évoluer 3 fois. Si je dis pas de bêtises, c'est en fonction des points de gloire accumulés. Et je sais plus si c'est accumulé ou dépensé, mais il me semble que je suis quasiment sûr que c'est accumulé. C'est en gros les nombres de points de gloire que vous avez recueillis. Voilà, on va passer très vite fait. L'armure Priest, pour faire très simple, elle peut soigner. Ouais, c'est bien ça, hein, c'est accumulé. L'armure Priest, elle peut réparer les armures des copains et créer des objets. Et ça, c'est un mode qui est très souvent pas assez exploité, je trouve. Vous pouvez vraiment fabriquer des objets de différentes tailles avec différentes formes. Et en fonction du nombre de points que vous avez dépensés, vous pouvez vraiment créer des objets à façon. C'est vraiment ultra pratique.
La War Master, qui, contrairement à son nom l'indique, est l'armure de support par excellence. Ok. Qui a ce qu'on appelle le mode Warlord, qui vous permet de créer des impulsions, qui vous donne des bonus à vos alliés. C'est vraiment l'armure qui est faite, si vous voulez jouer un support, jouez l'armure Warlord, c'est trop bien. Enfin, War Master, pardon. C'est trop bien. Et le mode Faucon, qui vous permet de pouvoir voir plus facilement et typiquement découvrir des aspects d'un PNJ, des points faibles, découvrir, pouvoir connaître par exemple les stats d'un PNJ ou ce genre de choses. Ensuite, la méta armure rogue, pour faire très simple, elle peut devenir invisible. La meilleure des armures, celle que j'ai faite. La méta armure ranger, qui vous permet de faire un super fusil de la mort qui tue ou d'avoir une bonne vision. Okay. Voilà, pour faire très simple. La méta armure bard, qui vous permet de créer en gros une illusion de vous-même ou de vous métamorphoser, enfin de métamorphoser votre apparence, de créer une illusion de vous pour ressembler à quelqu'un d'autre, ou de créer un double de vous quelque part. C'est un peu la méta-armure Loki. Si vous voulez faire un genre de Loki, c'est la méta-armure à jouer. Okay. La méta-armure Wizard. Boule de feu. Ouais, voilà, grosso modo, c'est vous balancez des tirs de plasma, vous avez je crois que c'est une aura de plasma. C'est le mode Boralis qui vous permet de créer une espèce d'aura de plasma autour de vous. En gros, c'est le mode Tony Stark, quoi. Ouais, voilà, ça balance des gros tirs, c'est un peu énervé. Et pour finir, une des plus cool, la méta-armure Barbarian, qui a un mode qui s'appelle le mode Goliath. Pour faire très simple, vous pouvez grossir jusqu'à 6 mètres. Voilà. D'un coup, votre personnage peut faire 6 mètres de haut et mettre des turbo-claques. Et enfin, l'étape 8, donc qui est la dernière étape de création de votre personnage. Comme je vous disais, alors elle est optionnelle, vous n'êtes pas obligé. Mais moi je trouve que c'est quand même dommage de ne pas le faire. C'est la section. Choisir la section à laquelle vous appartenez. Et du coup, en fonction de la section, c'est pareil, vous allez gagner des points de stats. Vous allez gagner de l'équipement de base, ça c'est cool. Vous donnez comment dire, des modules gratos, mais par contre ça va vous donner aussi des inconvénients. Okay. Et il précise bien que dans toutes les sections qu'il propose, il ne propose pas la section Kraken, parce qu'en fait la section Kraken c'est censé être la section d'élite qu'on ne peut rejoindre qu'à partir du moment où on a fait déjà que des trucs de gueudin dans le Night, et en général tous les membres de la section Kraken sont des potentiels candidats au fait de devenir des chevaliers de la table ronde. Ah ouais, d'accord, ok, c'est à ce niveau-là. Ouais, c'est les mecs de la section Kraken, c'est pas des rigolos. Bon. C'est vraiment les plus exceptionnels du Night. J'aurais dû en faire partie en tant que perso, mais moi ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais pourquoi t'as tué des innocents ? Parce qu'ils sont méchants. Chevalier Doufy. Honnêtement, parfois c'était un peu ça. Bon, après l'étape 9, c'est tout simplement le calcul des valeurs dérivées des autres scores, un peu comme dans tous les jeux de rôle. Donc comment est-ce que vous calculez votre défense, votre valeur de réaction, votre valeur d'initiative, vos points de santé, vos points d'espoir, etc. etc. Ok, étape 10, les achats à l'arsenal, c'est histoire de bien s'armer. Voilà. C'est l'achat, l'équipement du stuff, etc. Ok. Et oui, parce que là, on a fait que la création du personnage. Grosso modo, on en est à peu près à la page 118 sur 474. Il est 22h33. Du coup, on va accélérer un petit peu à la fin, parce que sinon, on va être obligé de faire un autre live. Ça va être terrible, tu te rends compte ? On est obligé de revenir pour faire la suite. Moi, j'adore. Moi, je vote. Alors, tac. Les seigneurs, chapitre 7. Les incarnations des seigneurs. Ouais. Alors pour faire très simple. Alors attends, on va pas trop. Voilà. Non, justement, passe-la assez vite. Cette zone-là. Ouais, on va la passer assez vite. Tu vas aller directement. Tu vas aller directement. Hop là. À la page 365, s'il te plaît. Ah oui, d'accord. Parce qu'en gros, là, en fait, là, on arrive dans la zone qui est réservée au MJ. C'est justement... un petit peu trop vite, mon cher PC. Bah, tu m'as dit 365. Oui, non, mais là, c'est bon.
là c'est bon. Là c'est bon. Mais est-ce que du coup on a passé... Stop spoil. Ah oui, désolé. Bah écoutez, je savais pas que c'était du spoil, donc vous m'excuserez. À la limite, on coupera ça au montage. On fera couper. Pour ceux qui pour regardent. pour faire très simple, en gros, cette partie-là, c'est la partie qui est réservée au MJ. D'accord. C'est pour moi une des parties qui est la plus intéressante. Et c'est très Ok. intelligent qu'elle soit placée là. Pourquoi? Parce qu'en gros, c'est la partie qui va expliquer euh, d'où vient l'anathème, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle représente. Et après, honnêtement, si Eval Flower, si t'as des joueurs qui prennent le temps de mémoriser les tables de stats des créatures pendant cette vidéo, c'est qu'ils ont un peu envie de. Enfin, je veux dire, si t'en es au point de regarder ça, pourquoi pas le faire avec le bouquin de base en fait. Ouais, on va quand même faire un petit teaser sur la partie MJ. Parce que moi, j'ai pris le bouquin en partant du principe que j'allais être joueur, mais j'en avais rien à foutre. J'ai quand même voulu lire la partie MJ parce que bah, quand tu lis le bouquin, moi, après, je sais pas pour ceux qui sont un peu comme moi, qui sont un petit peu curieux, quand tu lis tous ces trucs-là, moi, j'avais une question en tête, une question qui me brûlait à la fin de la partie joueur, c'était putain mais c'est quoi l'anathème? C'est quoi? C'est d'où ça vient? Comment ça arrivé là? Etc. Mhm. Euh, Je peux comprendre. et, Après, et du coup, je l'ai lu. Et du coup, je l'ai lu. Et franchement, c'est peut-être une des meilleures cosmogonies que j'ai jamais lues de ma vie. Franchement. ah, carrément. Honnêtement, pour ça, les auteurs de Night, enfin, j'ai pas de mots pour décrire à quel point j'ai adoré ce que j'ai lu. La façon dont tous les personnages sont écrits, dont tous les choses sont écrits. Alors, je suis d'accord, par contre, qu'il y a des trucs qui spoilent à mort et qui sont des informations ultra importantes. T'as l'identité de certains personnages qui sont révélés, genre on va te dire ah tu vois tel perso là qu'on t'a décrit à tel moment dans la première partie de manière totalement innocemment, bah en fait c'est lui. Et là tu te dis ah putain, ah ouais, excusez-moi pour le gros mot. Donc je disais ah lutin, ah ouais c'est dramatique. Euh, Non, bah après, et, je comprends. Après, c'est une vraie déclaration d'amour que tu viens de faire, parce que bon, Ah c'est quand ouais, même ouais, mais fort. vraiment, j'ai jamais lu j'ai rarement lu une cosmogonie et un univers étendu, enfin, entre guillemets, un univers étendu d'un jeu de rôle aussi bien écrit et Ok, aussi agréable à lire. C'est-à-dire que, vous voyez, on parlait il y a pas longtemps de Therinos. Therinos, je l'ai lu, c'est génial, hein, mais il a fallu que je m'accroche quand même pour le lire. Pour tout d'accord. lire, il a quand même fallu que je m'accroche pour tout mémoriser, etc., parce que c'est lourd, c'est condensé. Là, vraiment, je l'ai lu comme un roman. Je l'ai lu comme une histoire et j'ai adoré le lire. Et à la fin, j'étais presque déçu d'arriver à la fin, de me dire ah, il y en a pas plus. Putain, je veux en savoir plus. Et, euh, et vraiment pour ça, il est vraiment fou. Et, euh, et du coup, voilà. C'est si vous avez pas peur de vous spoiler, Ok. franchement, lisez-le. Parce que je trouve que c'est dommage de passer à côté. Maintenant, si vous êtes vraiment le genre de joueur où une fois que vous le savez, vous pouvez plus vous l'enlever de la tête, effectivement, c'est une partie qu'il faut pas lire parce qu'il y a trop d'informations qui sont trop importantes. Mais mais je trouve ça absolument génial. Et effectivement, à partir de là, les créatures de l'anathème, on va passer assez vite là-dessus. Pour faire très simple, c'est le bestiaire. C'est le bestiaire. Avec des Ok. illustrations qui sont assez chouettes. C'est à la limite, tu peux défiler assez vite juste pour qu'on ait le temps vite fait de voir les illustrations à peu près, de voir à peu près à quoi ressemblent les monstres. Pour ce que on parlait tout à l'heure des incarnations, des monstres de la chair, des monstres de la bête, etc. Comme ça permet aux joueurs de voir un peu à quoi ça ressemble. C'est très moche. Hein, que on va enfoncer les portes ouvertes. Les créatures dans, dans Night, elles sont affreuses. Elles sont absolument affreuses. Et moi, je les trouve très très cool. Et comme je le disais, ça fait partie des rares livres où j'ai pris un plaisir non dissimulé à m'acheter le bestiaire. Juste pour avoir les images des monstres et tout, parce elles sont trop cool. Et les concepts des créatures sont assez fous. Et après, effectivement, oui, vous avez comment dire, les stats. Bon, s'il y en a qui veulent les lire. Après, comme je disais, s'il y en a qui veulent vraiment lire les stats des monstres, ils ont juste à prendre le bouquin de base et à les lire. Hein, donc bon. Oui, bah, c'est pour ça que j'essaie de pas trop rester dessus et de passer assez vite, parce que bon, peut-être certains d'entre vous ne veulent pas être spoil. Donc voilà, j'essaie de passer assez vite juste pour m'arrêter sur les images.
Maintenant, moi, effectivement, je les trouve assez cool. Bon, pas non plus s'éterniser dessus. Tac, 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 Non, tac. après, le dernier point sur lequel on peut discuter un petit peu, du coup, euh, ça va être du coup tout ce qui est armes, tout ce qui va être arsenal, où effectivement vous allez avoir toute une, euh, toute une grosse quantité d'armes qui vont être réparties, ça de manière intelligente, c'est-à-dire que elles vont être réparties en degrés de rareté. Donc, un peu comme dans un jeu vidéo, en fait, ce côté vert, bleu, orange, enfin vert, bleu, violet, orange, Mhm. et du coup, en fonction de la couleur, vous allez vous dire, ah bah ça c'est un truc de base, ça coûte pas beaucoup de points de gloire, etc. Ça, voilà, c'est un truc plus évolué, donc ça coûte plus de points de gloire, et la couleur me permet de comprendre que c'est plus rare, ce genre de choses, donc c'est plutôt bien foutu. Du coup, il y a un très très haut degré de personnalisation dans le jeu, c'est très très Mhm. agréable. Les armes sont améliorables. Certaines armes ou certains modules sont améliorables, c'est-à-dire que vous allez l'acheter et puis plus tard vous allez pouvoir le passer niveau 2, niveau 3. C'est un côté un petit peu jeu vidéo, mais je trouve que c'est très très bien foutu. D'accord. Il y a cette notion du coup de à la fois la progression en termes de, comme on en parlait tout à l'heure, en fait la progression un petit peu en termes de points d'XP, vous allez augmenter vos stats, qui pour moi est une petite partie du jeu. Mhm. Ok. Euh, et le T'as le bugué. comment dire. T'es en train de bugger, Ogma. Là, je te sens que t'es. Ouais, ouais, parce que j'étais en train de lire en fait, j'étais en train de lire le chat en même temps. Du Ok. coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Oui, t'as la partie de la côté XP qui va vous permettre d'augmenter vos stats, qui pour moi ben forcément, elle est importante, ce qui permet d'augmenter les stats, mais qui est pas si importante pour moi. La partie point de gloire, elle est presque plus importante parce que c'est ça Mhm. qui va définir justement toute la personnalisation, toute la progression en termes d'équipement, de stats, etc., etc. Et, euh, et du coup, pour moi, c'est aussi ce qui fait énormément le sel du jeu, c'est-à-dire que vous avez choisi votre classe, vous avez créé votre personnage. Après, si vous voulez équiper votre personnage d'un lance-roquette, mettre des modules de coups de boule laser, des trucs pour faire des gigasauts, etc., vous pouvez entièrement personnaliser votre perso, et la seule limite, c'est du coup les points de gloire que vous allez récupérer en fonction de la mission. Ok. Ok, ok. Ça marche. Peut-être tu voulais répondre à et Yael Stream. Alors désolé si j'ai mal, si j'écorche ton nom. Peut-être parce que je pense que c'est ça qui t'a fait un peu bugger. Attends, lequel, parce ça envoie pas mal dans le chat. Je trouve ça super cool d'ailleurs. Ce soir, les gens sont super à fond, ça communique Ouais, et bien dans le d'ailleurs, chat. C'est vraiment super merci, agréable. merci à vous. Et ça me fait beaucoup plaisir de voir comment dire, que ça fédère autant de gens, Night. Je trouve ça vraiment cool. Et surtout à l'heure actuelle où on est un petit peu dans comment dire, en ce moment, la tendance c'est un petit peu à se dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre finalement dans le monde du jeu vidéo que la 5e édition et tout ça. Et on a Night, en fait, qui est français et qui est, Mais qui est topissime. Et c'est vrai, c'est dommage que c'est vrai qu'on que l'a ce pas dit soit. ça comment dire, en début de live, on l'avait pas dit que c'était français. On a parlé Oui, d'Entremonde. oui, oui, Euh, mais effectivement, c'est français, Cocorico. Donc ça, c'est vraiment cool. Et de quoi? C'est parce que je suis en train de décéder, c'est vous avez dit ça? Non? C'est que- non, non, t'inquiète. T'inquiète. Mais euh, c'est parce qu'en fait, tu buguais, c'est pour ça. Ah. Et du coup, ouais, c'est super agréable de voir ce jeu-là, et du coup, ça me fait super plaisir de voir que autant de gens sont chauds, sont chauds là-dedans. Mais Chronique de l'étrange Hong Kong, c'est trop bien, hein. Moi, j'ai eu l'occasion de potasser le bouquin. Alors, en termes de règles, par contre, on est sur quelque chose de beaucoup plus velu. Les règles, il a fallu quand même que je les relise 2, 3 fois avant d'être bien d'écart dessus. Mais franchement, Chronique de l'étrange Hong Kong, c'est pareil, hein. Trop bien. Enfin, honnêtement, j'ai l'impression que tout ce que fait Entremonde, c'est de l'or. Et là, ils ont annoncé leur prochain projet, là, pour ceux qui suivent un petit peu, qui s'appelle Heist. J'ai très très hâte de voir exactement de quoi il s'agit. Euh, mais je suis au courant, Tigreus, que c'est un jeu de rôle. Mais c'est ce que je disais, c'est que les règles font très jeu vidéo. Parce que t'as cette notion de niveau, de choses comme ça.
Moi, ce que je te propose, Ogma, c'est de résumer, entre guillemets, ce que tu penses, globalité, bah, comme tout à l'heure, en deux phrases, Night. Je ferai la même chose. Et vous, dans le chat, pour ceux qui connaissent déjà, est-ce que vous allez continuer à l'utiliser et aussi qu'est-ce que vous attendez dans l'avenir? Parce que bon, alors je sais pas si entre guillemets les créateurs sont parmi nous ce soir, mais qu'est-ce que vous attendez en tant que joueur habitué? Pour ceux qui viennent d'apprendre l'existence de Night, est-ce que ça vous botte ou pas? N'hésitez pas à répondre maintenant. Ogma, toi mon ami. Alors moi, ce que j'attends, moi, j'avoue que de ce que j'attends, moi, j'en attends. Je peux toujours faire des listes un peu au Père Noël, plus de méta-armure hein, ou de choses comme ça, mais clairement, j'en attends pas énormément de choses, étant donné que je trouve que ce qu'ils ont fait est déjà extrêmement complet. Il y a énormément de contenu, de choses comme ça, beaucoup de scénarios, beaucoup de méta-armure, beaucoup de contenu à pouvoir exploiter, et, et franchement, moi, j'ai trop hâte. Ok. Enfin, j'attends pas spécialement grand chose. Ouais. Il pourrait ne pas sortir beaucoup plus de choses dessus. Euh, Après, s'ils sortent plus de contenu sur Night, je serais le premier à l'acheter et je serais le premier à être ravi. Maintenant, je trouve que ce qu'ils ont sorti, et pour le nombre de choses qu'ils ont mis à disposition de leur communauté gratuitement, etc., je trouve qu'ils en ont déjà fait énormément en fait. Bien sûr. C'est assez paradoxal, c'est que bah, bien sûr que je serais le premier avis s'ils sortaient des trucs en plus dessus, s'ils me sortaient des nouvelles méta-armures, des nouveaux scénarios, des nouveaux trucs comme ça, moi je serais Mhm. le premier trop content. Mais d'un autre côté, s'ils en sortaient pas, bah, je serais pas déçu et je leur en voudrais pas parce que vu ce qu'ils ont déjà fait pour le jeu, je trouve que c'est énorme. Ok, ok. De bonnes réactions d'ailleurs de vous les amis. Donc Zachary qui dit bah j'ai toujours plusieurs campagnes en cours en tant que joueur, en tant qu'MJ. Mad Max, j'attends. Alors moi j'attends de ce qu'ils avaient évoqué Paria, le supplément Night où tu joues des rebuts. Zéliane qui dit Give Me More. En tant qu'MJ joueur de Night, franchement c'est juste de voir les nouvelles personnes jouer et échanger pour faire vivre la commu. Exactement, c'est ce qu'on peut. C'est ce qu'on peut le souhaiter d'ailleurs, parce que c'est vrai que bon, bah, vous êtes là, les personnes de la commu dans le chat. Merci déjà à vous d'avoir fait vivre entre guillemets ce live. Puis, bah, effectivement, ça donne envie d'y rentrer. Euh, Moi personnellement, je me trouve dans la position où j'ai découvert le jeu dans une association, dans mon association. J'y ai joué, j'ai fait une toute petite campagne, j'ai adoré. Effectivement, j'aurais aimé continuer. Bon, bah après, voilà, ça a tourné, ça a changé de jeu de rôle et compagnie. J'aimerais m'y remettre en tant que joueur, hein, toujours continuer cette partie-là, découvrir l'univers. Euh, Tout à l'heure, vous nous avez répondu favorablement à, entre guillemets, une création de perso qu'on va faire. Vous avez aussi répondu favorablement du coup à un actual play, donc un actual play entre guillemets, faire vivre une partie de JDR en live sur Twitch ou en replay sur YouTube, ou les deux. Bah écoutez les amis, on vous a entendu. Why not? Alors quand exactement, on peut pas donner de date là tout de suite et dire à telle date on sortira parce que on va s'engager sur un terrain glissant, voilà. On va tâcher de mobiliser les bonnes personnes et puis bah, de vous faire vivre ça parce que à la limite on a les moyens de le faire, faisons-le. Donc demain 21h, Mad Max, ça va être compliqué. Très honnêtement, ça va être C'est non. compliqué. Et c'est un non. Non, voilà, je pense on va mettre ça en place. On reviendra vers vous et on l'annoncera en grande pompe. Mais en tout cas, merci à vous. J'ai découvert ce soir, enfin j'ai redécouvert plutôt un jeu de rôle extraordinaire. Ça m'a redonné envie entre guillemets de mettre 10 balles dans le jukebox et d'y retourner. Merci Valflower pour ton follow. Merci beaucoup. Ah, Euh, super cool, mec. Merci. pour clôturer entre guillemets cette soirée, je vous remercie encore bah, d'y avoir assisté. Merci à vous. Du contenu qui va arriver. N'oubliez pas pour la partie entre-rôlistes, alors là c'est le petit moment pub, donc c'est en général le moment où il dit ah, il vous emmerde et tout avec ses contenus. Le petit moment entre guillemets pub pour entre-rôlistes, on a fait on est pardon, actuellement en train de faire un actual play Star Wars. L'épisode 2 arrive très bien et très prochainement. Il y a eu un actual play Alien qui est sorti il y a un petit moment. Il y a eu un actual play, comment dire, sur le serveur des Anneaux qui est sorti. Bref, on balance pas mal de contenu. On a notre émission mensuelle. Donc, si vous voulez venir nous voir, c'est avec grand plaisir. Participer, partager, ça serait entre guillemets le must du must.
Là, cette fin de semaine va être consacrée au Festival international des Jeux de Cannes. Donc voilà, on va tâcher d'être présent pour commenter tout ce qui s'y passe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un énorme festival dans lequel on a des as d'or, donc entre guillemets, un peu comme l'Oscar et la Palme d'Or, hein, donc le meilleur jeu et compagnie. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre et commenter, participer. Thomas. Euh, Oui, Ouais, dis-moi. bah pour les gens qui nous suivent sur YouTube, si possible, bah le petit pouce, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. De ouf. N'hésitez pas à me dire ce que vous aussi vous pensez de Night euh, en commentaire. Ce genre de Yes. choses, ça nous sert toujours. Partagez-le, parce que bah plus on a de visibilité et mieux c'est, et plus on phagocyte l'algorithme de YouTube et mieux c'est. Euh, En tout cas, merci à tous ce soir d'avoir participé. J'espère que ça a répondu à la plupart de vos questions. Si vous avez des questions ou des choses comme ça, c'est pareil, n'hésitez pas à les poser ou à les mettre en commentaire. Yes. J'en profite effectivement pour rajouter un point dont on n'a absolument pas parlé, que j'ai complètement oublié et qui est trop cool. C'est dommage d'en parler que maintenant. C'est effectivement la musique. Il faut savoir qu'il y a un monsieur sur YouTube qui s'appelle Mathieu Verdier qui a fait toute une bande son pour Night qui est Hmm. en libre de droit, donc Yes. qu'on peut réutiliser, et qui est absolument une tuerie. Donc voilà, voilà. Si je devais donner un mot de la fin, bah soyez prompt et sans pitié, chevalier. Waouh. Waouh, Et c'est beau ça. c'est la phrase générique que utilise à chaque fois le Night. Euh, et puis bah je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne soirée. Bah écoutez, moi, comme je suis un petit peu étranger à ça, je vais faire comme d'habitude, raclette. Parce que la raclette, c'est la vie. Et que ça unit tout le monde. Je pense que ça peut même unir le Night et l'anathème autour d'une table pour discuter et pour bouffer. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Merci à tous, à la prochaine.